Salut à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les previews de la saison 2021. Donc par conférence, des épisodes un petit peu lourds, si je puis dire. On se retrouve avec notre ami Batou qui est The Lonesome Cowboy, l'original. Salut Batou. Salut Elio. Et notre ami Gugus de Notre-Dame. Salut Gus. Salut les gars. Pour vous présenter une conférence donc, qui est particulièrement intéressante, c'est la Big Ten. Vous connaissez tous cette conférence qui est considérée comme une des deux meilleures du college football, allez, disons-le comme ça. La Big Ten en 2020, ça a été assez compliqué, beaucoup de prises de décision à la dernière minute en raison du Covid, beaucoup de matchs annulés. Il y a seulement 2 équipes qui ont pu participer aux 9 matchs. Alors, c'était que des matchs intra-conférence, aucune équipe hors conférence n'a été affrontée. Et donc, on a eu beaucoup d'annulations de matchs, des équipes qui se sont retrouvées avec seulement 5 matchs dans la saison. Ça a été un petit peu une sorte de micmac pas possible. Et finalement, on se retrouve quand même avec une Big Ten bien mieux organisée pour 2021. Voilà, qui devrait revenir à la normale, avec notamment le retour des fans dans les stades pour la plupart des programmes de Big Ten qui ont été annoncés. On va démarrer tout de suite avec la présentation d'une équipe qui se situe dans le New Jersey, la plus grosse fac à proximité de New York. Géographiquement parlant, c'est Rutgers, qui va nous être présenté par Batou. On commence par les futurs vainqueurs de la Big Ten East, c'est cool. C'est ça. Voilà, donc je suis très content, à tout seigneur, tout honneur. Donc non, direction effectivement le New Jersey avec la fac de Rutgers. Donc vous connaissez mon amour pour les Scarlet Knights, et vous savez très, enfin, je suis leur plus fervent défenseur en pensant très clairement que ils ont le vent en poupe, et que le fondation de Greg Schiano qu'il a mis en place depuis un an maintenant vont porter ses fruits, je pense, sur les années qui suivent. Alors très rapidement, un petit retour sur 2020. Alors un bilan de 3-6. Alors vous dites non mais c'est pas bon 3-6. Enfin, pour Rutgers c'est déjà très bon, parce que le prédécesseur de Greg Schiano, Chris Ash, avait vraiment eu des résultats catastrophiques avec des saisons à 1-11 de mémoire. Donc déjà 3-6 dans un calendrier pas si simple, c'est déjà très bien. Ils ont eu mine de rien des défaites qui étaient pas si dégueulasses que ça contre Ohio State et Michigan. Donc c'était quand même un bilan très positif malgré ce bilan de 3-6. Ils ont réussi à décrocher une 5e place dans la liste division devant Michigan et Michigan State, ce qui est assez marrant pour être souligné. Donc voilà, donc c'était une saison assez réussie, et clairement le momentum du côté du New Jersey, de New Brunswick est là, et je pense que Greg Schiano va essayer de surfer là-dessus. Alors, ce bon momentum, il se traduit dans le terme de recrutement. Rutgers, ça fait la 41e meilleure classe du pays, ce qui en soi est déjà très bien. Et vous verrez qu'en 2022, ça sera encore mieux, parce qu'actuellement, ils sont 7e du pays. Alors bon, on est qu'en juin, quand on enregistre cet épisode, on verra au niveau de janvier ou de février, mais voilà, c'est très prometteur ce qui se passe du côté de Rutgers. Pas de joueur drafté du côté des Scarlet Knights, mais la perte de Michael Winfour, qui était peut-être le meilleur joueur de ligne des Scarlet Knights, donc voilà, donc à ne pas sous-estimer. Au niveau de la revue d'effectifs, au niveau du quarterback, Noah Vendral, le redshirt senior transfuge du UCF et de Nebraska, devrait être titulaire au poste de quarterback. Alors c'est pas un quarterback extraordinaire, il fait pas mal d'erreurs, mais je pense que Sean Gleason, le coordinateur offensif, n'a pas tant de choix que ça. Même sur le portail des transferts, je pense qu'il n'avait pas forcément de meilleure option. Voilà, je pense qu'il s'est dit, je garde Vendral pour une dernière année avant 2022, mais là on aura le temps d'en discuter avec leurs petites pépites. Voilà, on se retrouve l'année prochaine. En dehors de Vendral au poste de quarterback, je pense que peut-être le joueur le plus fort au niveau de l'attaque, c'est Azea Pacheco, le running back, qui a déjà une solide expérience, 13 TD, plus de 1300 yards au sol, et je pense que cette année devrait être l'année de la confirmation pour lui. Qui, grâce notamment à l'OL, l'offensive line qui revient à 100%. Donc voilà, du côté de l'attaque. Du côté de la défense, pas vraiment de gros playmakers. On peut souligner quand même l'arrivée de Mike J, le defensive tackle en provenance de Temple, le rival de la Big East. Voilà, qui devrait presque faire du poste pour poste avec Winfour, et qui devrait apporter toute sa puissance, puisqu'il a été souvent très bon du côté des Halls, un peu irrégulier mais très bon. Donc je pense que il va être attendu dans le rôle de gros pass rusher au poste de tackle. Alors, l'équipe a une grosse force, notamment défensive, c'est le duo de linebacker Fatou Kassi Fogg, qui sont un duo
je dirais pas presque le meilleur de la Big Ten, mais pas loin. Ils ont, à eux deux, sur l'année 2020, ils sont à pas loin de 200 plaquages, c'est quand même plutôt correct. Donc voilà, ce duo-là, ça va être vraiment la grosse force défensive, sachant que du côté de l'attaque, là, c'est un petit peu plus compliqué, avec notamment, comme je vous ai parlé tout à l'heure, l'offensive line, qui, même si tout le monde revient, c'était quand même la grosse faiblesse l'année dernière. Donc à tout prix, il faut que cette offensive line progresse pour pour mettre Vandral dans les meilleures conditions, parce que c'est pas forcément un QB qui a des meilleures jambes de la terre. Voilà, c'est un QB correct sans plus. Il a besoin d'une grosse OL pour performer, tout simplement. Donc voilà du côté des forces en présence de Rodgers. Voilà. Après la question c'est de savoir est-ce que Greg Schiano a retrouvé sa patte qui faisait le succès de Rodgers la première fois qu'il est venu, et est-ce que Rodgers va être capable d'accrocher un ball, tout simplement, parce que il y a mine de rien un calendrier qui est plutôt favorable, notamment au départ. Donc ils rencontrent leur ancien rival de la Big East, Temple, comme je disais tout à l'heure. Ils vont à Syracuse, qui est en perdition totale en ce moment, on en discutera un petit peu plus tard, et ils reçoivent Delaware, une équipe FCS. Donc ça, c'est tout à fait possible qu'ils basculent à 3-0 avant de se déplacer à Ann Arbor pour un duel compliqué contre Michigan. Mais bon, Michigan n'est pas non plus un péril en ce moment, donc pourquoi pas. Donc voilà, un départ à 3-0. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ils ont Michigan State qui est pas très bon cette année, qui a priori devrait pas être très bon cette année. Northwestern qui perd beaucoup de monde. Illinois. Il y a des matchs très faciles, enfin pas facilement gagnables, mais gagnables. Et on pourrait, je pense, arriver entre 5 victoires et 6 victoires. C'est tout à fait possible. C'est possible qu'ils perdent un match qu'ils devraient gagner et qu'ils gagnent un match qu'ils devraient perdre. Je sais pas, je vois bien, peut-être, je suis désolé Elio, mais le match contre Maryland lors de la Rivalry Week, voilà, accroché par... Ils ont gagné l'année dernière en overtime. Tout à fait, oui, c'est vrai que c'était une de leurs 3 victoires. Donc voilà, je dirais 6-6. 6-6 à la fin de la saison, et donc un bowl qui serait déjà une sacrée surprise pour les Scarlet Knights. On vous conseille absolument de suivre Rutgers. Ça va être très très excitant avec les belles classes de recrutement qui s'annoncent, et cet énorme boulot de Greg Schiano. Deuxième équipe que nous va vous présenter, bien vous la connaissez tous. C'est bien entendu Ohio State, les Buckeyes, donc le gros morceau, la meilleure équipe de Big Ten, disons-le comme ça. En 2020, Ohio State, c'est 5 victoires pour 0 défaite en conférence. Le reste des matchs ont été annulés en raison du Covid. Ça a fait un petit peu jaser parce qu'ils ont quand même été qualifiés en Big Ten Championship, qu'ils ont remporté assez facilement 22-10. Bon, en galérant un petit peu au début du match, mais voilà, c'était le résultat attendu face à Northwestern. Ils ont terminé à la 2e place du classement AP-Poll. Ça leur a permis d'aller au Sugar Bowl, donc en demi-finale pour les playoffs face à Clemson, avec une énorme victoire 49-28 face au Clemson de Trevor Lawrence. C'est un gros match de Justin Fields. Les connaisseurs NFL savent de quoi on parle. Et puis, ils sont retrouvés donc en finale pour le National Championship face à Alabama. Et grosse défaite d'Ohio State face à Alabama, 52-24 pour le bilan 2020. Au niveau de l'intersaison, eh bien, on a eu comme d'habitude de nombreux départs du côté d'Ohio State. Je pense à surtout des joueurs importants comme Justin Fields de quarterback titulaire, Wyatt Davis, Pete Werner, Trey Sermon, Josh Myers, Sean Wade. En revanche, comme d'habitude, ça a extrêmement bien recruté pour les Buckeyes en ayant la 2e meilleure classe de commit du pays, avec notamment 5 joueurs 5 étoiles, assez incroyable. Donc defensive end Jog Sawyer, qui est un peu le descendant des frères Boza et qui vient de l'Ohio, donc qui sera intéressant à suivre. Au niveau de l'effectif, eh bien, en QB titulaire, c'est là où ça se complique un petit peu. On en parlait dans le dernier épisode. La place du QB numéro 1 n'est toujours pas définie. Alors, on a une bataille entre 3 quarterbacks. C'est CJ Stroud, qui était un 4 étoiles en 2020 et le 2e meilleur pro-style du pays. Jack Miller, qui était aussi un 4 étoiles de 2020, sauf qu'il était 13e meilleur pro-style. Et on a Kyle McCord, le tout freshman, le tout nouveau arrivé, qui est un 5 étoiles donc en 2021. CJ Stroud semble tenir la barre pour l'instant. Le seul problème, c'est que McCord arrive en tant que 5 étoiles. Et puis derrière, on sait que l'année prochaine, on a un autre commit qui s'appelle Quinn Ewers, qui est le meilleur quarterback, je crois, ou un des meilleurs quarterbacks jamais... Les mieux notés, ouais, de l'histoire, ouais. C'est peut-être le seul avec Vince Young ou Michael Vick, je m'en souviens plus, avoir reçu la note de 1000 par 247 Sports. Et du coup, ça va faire du beau monde sur le portail des transferts, encore une fois.
C'est ça, merci Ohio State. Ça va être la razzia en 2022 pour aller chercher un bon QB 5 étoiles. Et donc du coup, on va avoir cette bataille entre les 3 QB. Hein. On parle beaucoup quand même de CJ Stroud, pour être honnête, mais attention à ce que Mike Corn ne récupère pas le poste pendant la saison. Et puis, comme l'a dit Augustin, on verra le portail des transferts l'année prochaine qui risque d'être assez fourni. Au niveau des joueurs stars, enfin du joueur star à suivre, eh bien, on va parler de Chris Olave qui devait peut-être partir à la draft cette année. On pressentait comme un premier tour le receveur qui, en 3 saisons, a accumulé 22 touchdowns et 1775 yards. Olave, qui sera donc l'élément essentiel pour le prochain quarterback d'Ohio State, et qui notamment est en tête de file de la force principale de l'équipe, c'est la room wide receiver avec le trio de receveurs Olave, Garrett Wilson, Julian Fleming, qui était un 5 étoiles, plus le tight end Jeremy Ruckert qui a été auteur d'une excellente saison en 2020 avec 5 touchdowns. Ça va être assez explosif, il y a beaucoup de vitesse dans cette room. C'est que des bons joueurs. Wilson, pareil, qui risque d'être une des grosses stars de la prochaine draft ou de celle d'après. Voilà, c'est quasiment que des premiers tours au poste receveur, on va se le dire comme ça. En revanche, les faiblesses de l'équipe, ça se situe quand même au poste de linebacker, avec les départs de Pete Werner, Baron Browning, Tuf Borland et Justin Hilliard, qui étaient les titulaires en puissance, qui sont tous partis à la draft ou en tant que undrafted free agent. Il y a aussi le poste de cornerback qui est peu fourni. Alors, c'est assez intéressant parce que Ohio State, on a tendance à dire que c'est un peu DBU, enfin une des DBU du pays, et finalement depuis 2 ans il n'y a pas vraiment de cornerback qui ressort. On pense à Sean Wayne l'année dernière, hors du slot, il n'a pas fait du bon boulot, il est parti au 5e tour chez les Ravens, je crois, et puis là cette année c'est pareil, on n'a pas encore de cornerback parfait qui ressort, donc voilà, les postes un peu DB seront peut-être compliqués du côté d'Ohio State. Donc la question que tout le monde se pose un peu, c'est que est-ce que les Buckeyes sont plus jouables que les années précédentes? Est-ce que c'est pas le moment pour certaines autres équipes de Big Ten, vous pensez les gars, pour essayer de prendre leur place au moins sur cette saison? Moi, je pense dans un premier temps que on le sait avec ces gros programmes que sont Ohio State ou Alabama, t'as beau perdre 10 joueurs à la draft par an et même ton quarterback qui est Justin Fields qui fut l'un des meilleurs de leur histoire, tu continues à avoir des top joueurs, à avoir des top 10 tous les ans de leur classe, de leur QV respective. Et au final, tu te demandes si tu perds chaque année. Tout va reposer en fait sur la capacité du nouveau quarterback qui sera, on pense, CJ Stroud à réussir. Parce que je me fais vraiment pas de soucis, vu leur capacité, la capacité des entraîneurs à développer tous les autres joueurs, que ce soit au poste de linebacker, sur la defensive line. Ohio State domine tellement cette conférence au niveau du recrutement qu'ils peuvent se permettre de perdre autant de joueurs. Et donc le point névralgique là où la saison peut se jouer, là quand je dis que la saison d'Ohio State peut se jouer, c'est pas pour aller en playoff. Moi je pense qu'ils iront en playoff. Ça fait partie des équipes qui chaque année prétendent au playoff parce qu'ils ont le talent nécessaire pour y arriver. Maintenant la question c'est, est-ce que ce quarterback il pourra envoyer Ohio State, il pourra permettre à Ohio State de gagner sa demi-finale de CFP? Et c'est la question, je pense, principale ici, c'est savoir est-ce que CJ Stroud va réussir à prendre la relève de Justin Fields et à permettre aux Buckeyes d'aller en finale. Petit avis, Bat? Ouais, enfin, en fait, ça aurait été la bonne saison pour les rivaux d'Ohio State pour un peu les concurrencer, parce que à mon avis, quand t'es pas vraiment sûr de ton quarterback, c'est là où t'es le plus friable entre guillemets, parce qu'on voit le poids d'un gros quarterback en college football actuellement. Mais malheureusement, il y a les autres équipes, je pense notamment à Michigan, c'est pas le Michigan de 2016, c'est pas le Penn State de 2017. Donc toutes les équipes qui étaient censées un petit peu concurrencer au moins Big Ten East, ils sont moins bons qu'avant. Donc même si Ohio State est peut-être un deçà en dessous par rapport à notamment l'équipe de l'année dernière ou même des années précédentes, ils ont quand même, je pense, au moins ils ont quand même de la marge sur leurs prétendants, au moins en Big Ten East. Après, par rapport à Wisconsin ou peut-être Iowa, ça se discute. Mais par rapport à Michigan ou Penn State, ils sont quand même un degré au-dessus, je pense. Alors, justement, au niveau du calendrier 2021, en Week 1, ils se déplacent du côté de Minnesota. En Week 2, et ça, c'est très intéressant, ils accueillent Oregon. Ça sera un bon test. Malgré que la situation quarterback est encore peu claire, enfin,
Il n'y a pas un quarterback titulaire en puissance pour l'instant du côté d'Oregon qui a l'habitude de jouer. Juste le déplacement à Michigan pour le match de rivalité, une des plus grosses rivalités du college football, sera en dernière semaine. Moi, mon pronostic, c'est... Alors, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est 11 victoires et une défaite. Et la défaite, je la vois face à justement une sorte d'upset, hein, ou bien face à un Minnesota en week 1, justement, parce que, comme le disait Baptiste, il y avait ce problème QB qui se posera en début de saison, ou bien face à Indiana. Indiana peuvent le faire aussi, ou sinon une défaite face à Oregon. En tout cas, je vois bien un upset quand même arriver dans la saison d'Ohio State au minimum. Il faut dire aussi que Ohio State nous a habitués ces dernières années à lâcher un match en saison régulière. Je me rappellerai plus de l'équipe exacte durant ces saisons, mais à chaque fois, ils lâchent un match de façon un peu bête. Et ça sera certainement le cas cette année. Je mets ma petite piécette là-dessus. Et je suis pas certain qu'ils aient beaucoup de marge cette année pour lâcher un match. Parce que imaginons qu'ils perdent contre... moi, je pense à Purdue en 2017, quand ils prennent une volée de 20 points, ça les met complètement en dehors de la conversation pour le college football playoff. Là, je suis pas certain, parce qu'ils vont tellement être... là, je vois le match contre Oregon, ils sont favoris de plus de 10 points. Si tu perds ce match-là, déjà, t'es mal parti parce que t'as une défaite qui fait presque tâche sans faire injure à Oregon. T'es pas censé perdre un match que t'es favori de 10 points, quoi. Et comme je pense que certaines conférences, dont la SEC, vont être ultra puissantes l'année prochaine, on en rediscutera quand on fera la preview de la SEC. Si Ohio State perd un match, je suis pas certain qu'il passe devant, je sais pas moi, on va dire un Texas A&M qui aura perdu un match par exemple, ou un LSU qui aura perdu un match. Donc on en rediscutera, mais voilà. Pour moi, il faut qu'il passe Oregon. Je pense que justement c'est le match à gagner et après tu peux te permettre. Tu peux perdre un match par exemple face à Minnesota ou Indiana. Je pense pas que le comité les descendra pour autant. Tout dépend après le bilan de ces équipes-là, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Parce que l'année où ils perdent contre Purdue n'était pas non plus extraordinaire et tu perds 20 points contre une équipe qui était à 5-7, je crois. Enfin, ça le fait pas trop, quoi. On verra. Enfin, cela dit, le comité aime quand même bien mettre une équipe de Big Ten. Hein. C'est important pour eux. On verra. Moi, justement, dans ma conclusion à propos d'Ohio State, hein, j'ai bien dit qu'ils ont l'habitude, que la Big Ten a l'habitude d'appartenir à Ohio State et que ça ne devrait pas vraiment changer cette année. Surtout au vu des outsiders, parce que finalement, il n'y a pas 10 000 équipes qui ressortent beaucoup cette année. On va vous présenter le reste, justement. Et en parlant d'outsiders, là, c'est même plus un outsider, c'est plus un outsider pour avoir quelques victoires dans la saison. On va parler d'Illinois. C'est moi qui m'occupe d'Illinois. Vous allez me dire que c'est une coïncidence parce qu'on parle des Fighting Illini et moi je supporte les Fighting Irish. Sur l'année 2020, Illinois a fait une saison dégueulasse. Ça a été un peu dans la continuité des années de Lovie Smith en fait. Ils ont gagné que 2 matchs. À chaque fois c'était des victoires étriquées face à Nebraska et Rutgers et tous les autres matchs ce fut que des branlés. Voilà, on va dire que cette saison, c'était l'épée de Damoclès qui était sur la tête, on va dire, de Lovie Smith et qui a du coup coûté son départ, puisqu'effectivement, ça a été sa dernière année. Donc, je rappelle, Lovie Smith, il a été notamment l'ancien head coach des Bucks ou des Bears pour ceux qui suivent la NFL. Il est arrivé en 2016 un peu comme le sauveur. Hein. On connaît ces entraîneurs qui viennent de NFL, on les attend. Je parlerai pas d'entraîneur qui peut permettre une rédemption, mais comme entraîneur qui peut permettre à ces équipes d'aller chercher des saisons avec des bilans positifs, mais ce ne fut pas le cas en 4 ans. Son bilan se porte à 17 victoires pour 39 défaites, ce qui n'a pas plu au département athlétique d'Illinois. C'est pour cette raison qu'ils ont nominé Brett Bielema. Donc Brett Bielema, c'est un natif de l'État, qui était l'ancien coach des outside linebackers aux Giants. On en avait parlé, je vous invite à aller voir notre dernier épisode sur le coaching carousel. Il a aussi une expérience de head coach en college football. Il était le coach de Wisconsin, il me semble, avant l'arrivée de Paul Chryst du côté de Madison. Il a aussi entraîné à Arkansas. Alors, c'est un coach avec plutôt une philosophie défensive. C'est pour ça qu'il a amené dans ses bagages Ryan Walters, qui était le defensive coordinateur de Missouri, qui est là aussi un spécialiste des defensive backs. Et si je dis aussi, c'est parce que vous allez le remarquer dans les autres équipes de Big Ten. Il y a beaucoup de nouveaux coordinateurs défensifs qui sont spécialisés sur ce poste. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un
une très bonne nomination parce que Mizzou faisait partie des, et je dis ça c'est relatif, faisait partie des meilleures défenses contre la passe l'année dernière en SEC, et on sait ce que ça veut dire quand tu affrontes des équipes comme LSU, Alabama ou Florida. En plus, il est jeune, il amène avec lui des assistants qui ont moins de 30 ans, donc moi je trouve que c'est très bien d'amener un petit peu de fraîcheur sur ce programme d'Illinois. Et il y a aussi un nouveau offensive coordinateur en la personne de Tony Peterson, qui était l'ancien offensive coordinateur d'Appalachian State, un spécialiste des quarterbacks, et il devrait faire beaucoup de bien à Brandon Peters, qui est le quarterback titulaire, qui était une ancienne recrue star de Michigan 4 étoiles, qui lui aussi a transféré. Donc voilà, Brandon Peters utilise son année d'éligibilité offerte suite au Covid, donc c'est un super senior, c'est un terme que vous allez retrouver un peu souvent. Il a joué 16 matchs en tout du côté d'Illinois. Même si ses saisons juniors et seniors n'ont pas été folles, parce qu'il a subi des blessures et le Covid, ça reste un quarterback fiable. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des étincelles ou des fulgurances avec lui, mais bon, au moins il fera le job. Si je devais vous donner quelques joueurs stars à suivre, ça serait sans hésiter le linebacker Jake Hanson, qui est un prospect NFL. Ses stats en carrière sont 30 matchs, écoutez bien, 235 plaquages, 26 plaquages pour perte, 7 sacs, 3 interceptions et 10 fumbles forcés. La défense va tourner autour de lui, et c'est une équipe qui en aura bien besoin, parce qu'on sait qu'Illinois a une défense catastrophique, c'était la pire de la Big Ten en nombre de yards et de points encaissés. Et j'espère que l'arrivée du nouveau defensive coordinateur se fera ressentir dès cette première année, qui sera une année de rodage. Ils vont changer d'ailleurs de système de jeu, puisqu'ils vont passer en 34, là où ils étaient en 43 avant. Les forces de l'équipe, ce serait le groupe de running back. Je trouve que quand on est une équipe en rodage avec un nouveau coach, c'est toujours bien de s'appuyer sur un bon corps de running back et une bonne O-line, parce que ça permet si tu arrives bien à maîtriser l'horloge, si tu as un coach qui sait bien gérer son playbook, qui sait bien gérer le temps, ça permet de bien construire, et je pense que ça sera quelque chose qui fera beaucoup de bien au programme d'Urbana-Champaign. La question que tout le monde se pose, est-ce que Bret Bielema arrivera-t-il à performer dès sa première saison? Alors moi, à titre personnel, je ne sais pas vous, je pense qu'il n'a pas les outils nécessaires pour performer tout de suite. Donc c'est pour ça, comme je l'ai dit avant, qu'il devra s'appuyer sur un fort jeu à la course, et donc du coup s'employer à défendre mieux, puisque la défense d'Illinois l'année dernière était dégueulasse. Voilà, donc maîtriser l'horloge, c'est vraiment la clé. Se servir d'un bon jeu à la course et d'une bonne O-line pour tester après des freshmen ou des sophomores pour le futur, pour avoir j'espère un futur plus radieux. Concernant le calendrier, alors il y a 3 premiers matchs sympas qui sont hors conf, contre UTSA, Virginia et Charlotte. Puis après, ça va clairement devenir plus compliqué, on connaît le calendrier Big Ten, qui sera certainement trop difficile pour eux. J'ai lu que leur but c'était d'accrocher un bowl. Moi, ça me paraît impossible, voire irréalisable. J'ai vraiment des gros doutes. Donc moi, je partirais aller sur 4 victoires. Je dirais Charlotte, UTSA, peut-être Rutgers, parce qu'ils les accueilleront à domicile. Et après, je les vois bien aller chercher au forceps, je sais pas, une victoire face à Purdue. Mais ça me semble vraiment compliqué de faire mieux que ces 4 victoires. Très bien, pour le programme donc d'Illinois, on passe légèrement plus au nord du côté du Michigan, à Ann Arbor, pardonnez-moi. Michigan qui nous est présenté par Baptiste. Gros morceau aussi, Michigan. Gros morceau, plus grand stade du pays, etc. Plus grosse désillusion du pays année après année aussi, peut-être, je sais pas. Exactement, merci. Ouais, c'est assez terrible. C'est assez terrible de se dire que ce programme-là est passé peut-être d'un 4-1 qui passait ou pas pour Ohio State à plus grand chose maintenant, quoi. Enfin, c'est assez dingue de se dire que ce programme était quasiment un des top nationales il y a quelques temps, et que maintenant ils sont en dehors du top 25 avec tout ce que ça comporte quand on s'appelle Michigan. Bon, une année 2020 ratée, complètement ratée. Un début, je me souviens, on était très hypé par cette victoire contre Minnesota en week 1. On s'était dit putain, ça va être trop bien, Michigan revient, etc. Et puis après, il y a eu le match face à Wisconsin. La défaite contre Wisconsin, vous vous souvenez, Wisconsin, ils avaient eu je sais pas combien de cas de Covid. On s'est dit c'est bon, ça va être une victoire facile pour Michigan. Que nenni, ils s'étaient fait éclater. Enfin,
défaite contre Michigan State qui était très mauvais l'année dernière. Enfin, c'était dans un match de rivalité, mais heureusement pour eux, le match plus attendu de la saison de game n'avait pas eu lieu à cause ou grâce au Covid, je pense, là pour le coup, pour eux. Donc, je pense que la raclée habituelle n'a pas eu lieu en 2020, heureusement. Donc, un bilan de 2-4. Et très clairement, plus que le département athlétique, c'était la fac qui avait quand même mis le frein à main pour la saison. On sait que, pour vous faire un petit éclairage un peu sociologique de la fac, Michigan, avant d'être une fac sportive, ça reste une fac académique. Le sport est relativement secondaire, malgré le succès de l'équipe de basket dernièrement et de l'équipe de football américain historiquement. Et on sait que la fac, si on dit si ça joue pas en 2020, on s'en fout un peu. Donc c'est pour ça qu'ils y sont allés un peu avec le frein à main et que le foot n'est pas la première priorité du côté de Ann Arbor. Et c'est aussi pour ça que ils n'ont pas forcément viré Jim Harbaugh, parce que après les déboires des dernières saisons, on pouvait s'attendre à ce que le coach soit viré. Il n'a pas été viré, il a signé une extension de contrat. Alors derrière cette extension de contrat, en fait, se cache plutôt on lui dit mec, t'as un peu fait n'importe quoi, du coup on divise ton salaire par 2, ce qui concrètement est arrivé. Il est passé de 8 millions à saison à 4 millions à saison, pour faire simple, mais il aura des primes de performance, c'est-à-dire qu'il va toucher une prime de 1 million s'il gagne la Big Ten, etc. Donc voilà, du côté de Michigan, alors il y a eu un grand chamboulement au niveau des coordinateurs, notamment défensifs. On savait que Dan Brown, c'était un peu le cerveau de l'équipe de Michigan et tout le monde louait ses qualités défensives. En fait, on s'est rendu compte qu'il a été dépassé dans le football moderne et que Jim Harbaugh a dû faire des choix, et donc il s'est tourné du côté de Mac McDonald qui arrive des Ravens, chez le frangin de Jim. Donc là, pareil, un changement, comme disait Gus tout à l'heure, du côté d'Illinois, un changement aussi de composition défensive, donc de 43 pour une 34. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que on sait que parfois c'est un petit peu complexe, surtout pour les linebackers, de changer de ce système-là. Beaucoup de jeunesse. En fait, c'est un peu, on pourrait presque faire le même chose que Illinois. Ils ont mis de la jeunesse partout au niveau des coordinateurs, des coachs, etc., pour mettre un peu de sang frais pour voir ce que ça donne. Sachant que Michigan a perdu énormément la draft. On pense à Quitty Page, Jalen Mayfield, Nico Collins, qui ont été draftés sur les 3 premiers tours. Et pas mal de joueurs aussi dans le transfert, dans le portal transfert. Joe Milton, qui avait commencé la saison au poste de quarterback, est parti du côté de Tennessee. Zach Charbonnet, un joueur que j'apprécie beaucoup, le running back, est parti du côté du UCLA. Voilà. Il y a eu des vainqueurs, il y a eu des perdants du côté du portail de transfert. Très clairement, Michigan fait partie des perdants. Alors, maintenant, pour les joueurs qui sont encore là, déjà, la première question, c'est qui sera QB titulaire? Alors là, au 4 juin 2021, je ne peux pas vous répondre actuellement. Toujours est-il qu'on pense, il y a une bataille à 3 entre Kat McNamara, J.J. McCarthy, qui est le recrue de cette année, et Alan Bowman, qui est le transfuge de Texas Tech. Très clairement, à mon avis, Kat McNamara sera titulaire. Il est là depuis plus longtemps, il connaît le système offensif. Ça sera, à mon avis, s'ils veulent gagner maintenant, Kat McNamara sera le QB titulaire. Sachant que Alan Bowman, avec l'expérience qu'il a eue à Texas Tech, sera une très bonne bouée de sauvetage au cas où ça se passe pas très bien. J'y crois pas trop J.J. McCarthy tout de suite, même si c'est un early enrollee qui était déjà sur le campus depuis janvier. Je pense pas le voir tout de suite sur le terrain. Je pense que ça va être trop de pression pour un joueur de ce calibre-là dans une situation pas simple. Donc je pense que ça serait de mettre en difficulté. Pardon ? C'est ce qui me fait peur personnellement. Ouais. On parlait d'équipes de stades de supporters qui foutent la pression à leur quarterback avec Tennessee. Michigan, c'est un peu la même chose. McCarthy, on l'attend un peu comme le sauveur. Moi, j'ai peur qu'il le brûle, qu'il l'envoie au charbon trop tôt, et ça serait la pire des erreurs à faire. Ouais. Moi, je le vois bien rester un an derrière Bowman et McNamara, apprendre le système tranquillement. Bowman, ça reste un super bon quarterback, il aura peut-être un rôle de mentor pour lui. Voilà. Ouais, c'est pas trop le style d'Harbaugh d'envoyer un jeune quarterback au feu comme ça, c'est pas trop son genre généralement. Après, Harbaugh, il doit performer vite. La preuve, c'est son contrat. 4 ans de contrat avec des millions, t'inquiète qu'il est à l'aise. C'est surtout des bonus. Ce que je veux dire, c'est que la fac lui a mis la pression, et McCarthy peut être un fusible. Alors, ça parlait de lui en NFL pendant la off-season, franchement. Enfin, avant qu'il signe ce contrat, franchement, je me fais pas de soucis pour ce qu'il pense. Enfin bref, désolé.
Non, mais c'est vrai que ça reste quand même le point, le point peut-être le plus important, le rôle d'Arbau cette année. Est-ce qu'il va se donner à fond? Est-ce qu'il va pouvoir relancer cet effectif-là qui a du talent, hein, donc je pense notamment au receveur Ronnie Bell. Voilà, ça sera un très bon receveur numéro un. Il n'y a pas vraiment de profondeur au poste de receveur du côté de Michigan. C'est un petit peu dommage, mais Ronnie Bell sera au moins une pierre angulaire de l'attaque. Le poste de running back, c'est un petit peu plus complexe. Il y a trois running backs qui peuvent prendre un peu le rôle de running back numéro un, mais il y a personne qui se détache vraiment. Du côté de la défense, le nouveau coordinateur défensif, McMahon, ne t'arrive pas déjà sur Aiden Hutchinson, le defensive end, il a dit que c'était un monstre physique lors des entraînements de printemps, donc à surveiller, sachant que moi mon petit chouchou du côté de Michigan, c'est Daxon Hill, frère de Justice Hill, natif de l'Oklahoma, qui joue safety, mais qui a un rôle de couteau suisse. Il joue aussi parfois punt returner. Enfin, c'est un super joueur. Il attaque déjà sa saison junior et devrait être drafté assez haut l'année prochaine. Donc voilà, un joueur assez excitant à voir jouer de Daxton Hill, le safety. Du côté des forces, je pense que la force principale, ça sera du côté de l'offensive line qui est expérimenté et qui donnera en fait toutes les armes pour le quarterback et pour le groupe de running back pour performer. Je pense que c'est hyper important. On sait que la plupart des matchs se gagnent dans les tranchées. Et Michigan de ce côté-là, alors ça ne sera pas l'offensive line du siècle, on est d'accord, mais c'est costaud et ça suffira, je pense, pour gagner les matchs. Du côté des faiblesses, le poste de linebacker est un petit peu en difficulté. Il y a Josh Ross, le super senior, hein, comme disait Gus tout à l'heure, qui est de retour, mais c'est un petit peu faiblard, sachant que avec cette transition de 43 à 34, on sait pas trop ce que ça va donner. Donc wait and see du côté du poste de linebacker. La question principale, c'est de savoir si Jim Harbaugh va réussir à trouver son quarterback enfin, parce que mine de rien, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est là. Et on n'a jamais vraiment vu un quarterback qui avait réussi à mener Michigan jusqu'au sommet. Est-ce que cette année, ça sera le cas? Alors, personnellement, j'en doute. Mais J.J. McCarthy pourrait être cette personne-là, pas en 2021, mais peut-être les années suivantes. Sachant que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le calendrier est quand même relativement favorable en début de saison. Donc, je pense qu'ils peuvent rentrer une espèce de cercle un petit peu virtueux. Il y a un match qui commence par un match contre Western Michigan dans un derby du Michigan qui devrait être gagnable. Et après, il y a une super réception de Washington. Sachant que pareil, hein, quand il y a quelques années, quand on a vu ce Washington sortait d'une saison où ils ont fait college football playoff. Michigan était une équipe top 10 du pays, donc tout le monde avait surhypé ce match-là. Au final, les deux équipes ont quand même baissé de standing. Je mets quand même, moi pour ce match-là, je mets quand même une piécette sur Michigan, même si Washington est donné favori. Parce que Washington a connu une saison l'année dernière très très galère aussi. Ils ont pas mal de points d'interrogation. On en discutera quand on fera la Big 12, bien évidemment. Et donc, mine de rien, si ils battent les Huskies, ils peuvent basculer à 4-0 très rapidement. Alors après, il y a un match contre Wisconsin à Wisconsin qui va être compliqué. Mais on ne sait jamais sur le dynamique de début de saison, 4-0. Après, ils peuvent basculer à 5-1 sans aucun souci avant leur bye week. Et après, pareil, c'est pas si compliqué que ça. Northwestern, à Michigan State, Indiana, Penn State, on va en discuter. Honnêtement, si ça se goupille bien, ça peut faire une saison à presque 9 victoires. Voilà. Pour moi, je les vois à 8-4. Mais 9 victoires, voire 10 victoires, ça serait pas totalement impossible. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est pas la pire année pour Michigan, quoi. Non, moi ça me tue. On sait chaque année on dit la même chose. Alors peut-être pas l'année dernière parce qu'il y avait ce problème de quarterback, mais bon, quand il y avait encore Shea Patterson, on croyait qu'il pouvait se passer quelque chose, tout ça. Chaque année on se dit la même chose et chaque année c'est déception sur déception. Sincèrement, maintenant je préfère ne plus croire en Michigan. Ils m'emmerdent moins, parlons crûment. Et voilà, ils vont sortir avec un bilan positif. Un bilan extrêmement positif, vraiment, je n'y crois pas. J'y crois pas. Et moi, je pense que le calendrier, il est plus dur qu'on veut bien le croire. Washington, ça reste quand même une équipe qui sera prétendante au top 25. Wisconsin, c'est une des tops équipes de la Big Ten. Northwestern, même si ça a été compliqué, on en parlera tout à l'heure,
ça reste une équipe performante. Indiana, c'est l'équipe qui a monté l'année dernière et qui va continuer à bien jouer cette année. Penn State aussi devrait mieux jouer. Et puis Ohio State. Pour moi, il y aura beaucoup de matchs bourbiers. Je pense pas que c'est un calendrier si facile que ça pour Michigan, mais encore une fois, comme tu l'as dit Elio, comme tu l'as dit Baptiste, c'est une équipe imprévisible et ils peuvent nous taper 8 victoires comme nous ont tapé 4. De toute façon, il y a un paquet de matchs bourbiers dans cette Big Ten. Hein. De toute façon, La Big Ten, c'est bourbier. De toute façon, chaque semaine, on disait souvent ça de la Pac-12, mais là, je sais pas, sur une bonne semaine, je pense que Michigan State peut taper Indiana, Michigan State peut taper n'importe. Enfin, voilà, c'est assez imprévisible, sachant que effectivement, comme l'avait dit Gus, la saison 2020, il faut quand même mettre des pincettes sur ce qui s'est passé parce que entre les opt-out, les préparations tronquées, etc., je suis pas certain qu'il faut tirer trop de conclusions sur cette saison 2020. Ouais, totalement. Totalement. Et en parlant d'équipes, pas bourbier, mais d'équipes pareil, un petit peu intéressantes, mais compliquées à prédire, c'est Iowa en Big Ten West. Iowa qui sort d'une bonne saison du côté de la Big Ten West, donc avec un bilan de 6 victoires pour 2 défaites, notamment des victoires assez clés face à Minnesota, Penn State, Wisconsin. Le dernier match de la saison avait été annulé face à Michigan. Ils avaient un bowl de prévu qui a été annulé, c'était le Music City Bowl à Nashville. Ça aurait pu être super sympa face à Missouri. Et ils ont terminé à la 15e place du classement AP-Poll. Alors pendant l'intersaison, ils ont eu quand même 2 grosses pertes à leurs 2 receveurs titulaires, Ihmir Smith-Marsette et Brandon Smith. Ils ont aussi eu le defensive end Goldstone, leur defensive tackle Davian Nixon, leur tight end principal Sean Bayer. Voilà, ça n'a pas été une grosse année de recrutement à cause des histoires qu'on connaît du côté d'Iowa. Ils ont seulement eu 4 étoiles qui étaient des O-line. Voilà. Et puis le head coach Kirk Ferentz qui entame en tout cas sa 24e saison. Donc ça reste quand même assez rare de nos jours dans le college football. Au niveau de l'effectif, on a en quarterback titulaire Spencer Petras qui l'année dernière a lancé 1500 yards pour 9 touchdowns et 5 interceptions. Donc c'est un QB plutôt correct. Hein. Il connaît son job, il connaît le playbook. C'est plus un game manager qu'autre chose. Il va pas vous faire des étincelles. Moi, je suis plutôt emballé par Spencer Petras. Tu l'as dit, il n'a pas de fulgurance, il n'est pas spécialement incroyable. C'est pas le genre de gars qui va te lancer une deep bombe de 60 yards, mais ils se font bien dans cette équipe qui est Iowa, qui est plutôt traditionnelle et on va dire plutôt conservatrice dans la façon dont elle joue. Et c'est le quarterback parfait pour un coach comme Kirk Ferentz. On aime ou on n'aime pas, mais c'est le genre de quarterback qui te permet d'avoir des saisons solides avec des bilans mieux que positifs. Ouais, ça m'étonne pas que tu l'aimes. C'est un game manager, quoi. Ça me fait penser à un certain quarterback qui était du côté. Et qui est aux Saints maintenant. Ouais, qui est aux Saints maintenant. Qui a gagné un Super Bowl. En joueur star à suivre du côté d'Iowa, il y a Tyler Goodson, le running back sophomore, qui a été auteur de 7 touchdowns en 2020. Très très bon running back à suivre, même si c'est un poste moins en vue ces dernières années. Et il y a aussi, je fais mention du center titulaire Tyler Linderbaum, qui sera probablement un des premiers centers sélectionnés lors de la prochaine draft. Très 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 bon joueur. Mais les forces de l'équipe se concentrent quand même au niveau du secondary et notamment au niveau du post cornerback, post safety aussi, il y a beaucoup d'expérience. En fait, c'est beaucoup de joueurs d'expérience derrière. On sait que c'est primordial, notamment sur ces postes-là. Mais il y a le cornerback sophomore Jamari Harris qui est considéré comme une future star, donc à surveiller pour Iowa. Mais en revanche, les faiblesses de l'équipe se situent aussi en défense, au poste de defensive tackle avec le départ de Davian Nixon, qui était très très attendu lors de la dernière draft. On parle beaucoup des defensive ends qui ont de l'expérience et qui vont devoir compenser en fait un petit peu ces trous qui vont être laissés au poste D-tackle. Il va falloir être très très vif sur la ligne. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Iowa va réussir à faire une saison comme l'année dernière, c'est-à-dire une saison qui les emmène en bowl, qui font un petit peu frémir les équipes en face, sachant qu'Iowa sortait d'histoires compliquées. On se disait que ça y est, le vestiaire allait être retourné et que ça se passerait mal. Finalement, c'est bien passé pour Kirk Ferentz.
Donc on va voir avec ce calendrier, il y a quand même pas mal d'affiches qui sont avec des équipes un peu égales. C'est la Big Ten, c'est ce qu'on disait. Il y a Indiana en Week 1. Ils vont affronter Iowa State. Ça va être intéressant, notamment face à Iowa State. C'est un beau duel pour le derby. Match face à Penn State, Wisconsin, Maryland. C'est des équipes un petit peu qui se valent avec Iowa, donc ça sera intéressant à voir. Il y a seulement 2 matchs faciles, c'est face à Kent State et Colorado State. Et puis moi, en pronostic... Alors, en pronostic, j'ai dit que je voyais 10 victoires pour 2 défaites, mais que l'inverse total est possible, c'est-à-dire que leur saison peut virer d'un côté comme de l'autre. Ils ont perdu leurs 2 receveurs titulaires, ils ont quand même quelques faiblesses. C'est pas une équipe totalement sûre. Augustin qui est pas du tout d'accord avec moi d'ailleurs. Alors, je suis totalement d'accord avec ton pronostic, mais c'est plutôt quand tu dis que l'inverse total est possible. Certes, c'est le genre d'équipe qui fait des matchs proches. Il y aura des scores serrés, ça c'est sûr, mais en général, Iowa est toujours du bon côté des scores serrés, du fait d'un très bon coaching et d'une équipe qui est très disciplinée. Et tu vois, là où tu parles d'affiches égales comme Penn State, Wisconsin ou Maryland, Iowa, c'est typiquement le genre d'équipe où il y aura un score dégueulasse. Il y aura 23-21, mais c'est bien Iowa qui aura 23 et pas 21. Donc, moi, je pense que on est sûr, je suis quasiment certain que c'est une équipe qui aura 7 ou 8 victoires en fin de saison. Après, reste à savoir si ça sera mieux, mais faut compter sur Iowa. Et c'est pour ça que moi, je les ai mis très haut dans mon top 25. C'est vrai que j'ai eu un petit. En fait, je m'inquiète un petit peu plus du futur parce qu'on sait qu'il y a eu des histoires un petit peu de Voilà. racisme totalement qui ont ébranlé le programme. Et donc, on le voit au niveau des classes de recrutement. Et je pense que ça va pas aller tant qu'il y a Ferenc. Tant qu'il y aura Ferenc, ça ira pas forcément mieux au niveau des classes de recrutement. Et que finalement, peut-être pas cette saison, mais l'avenir sera un petit peu plus compliqué. En tout cas, ils vont devoir passer outre ces histoires et confirmer leur place importante d'équipe en Big Ten. Et en parlant d'équipe importante en Big Ten et aussi en Big Ten West, on a Wisconsin, Augustin. Alors ouais, Wisconsin qui est typiquement le genre d'équipe dont il ne faut pas se soucier de la saison 2020. Wisconsin a été touché par le Covid et notamment leur quarterback Graham Mertz. Alors vous savez quels ont été les protocoles de la Big Ten. Quand on avait le Covid, on se tapait 21 jours au frigo, au placard. Et ça a complètement tronqué cette saison du programme de Madison. Donc c'est pour ça il est à mon sens peu pertinent de regarder en arrière. Sur cette année 2020, c'est 4 victoires et 3 défaites, dont une victoire au Duke's Mayo Bowl face à Wake Forest. Et voilà, donc ça n'a pas été, vous le savez, une saison au standard du programme, d'autant plus que Wisconsin était classé très haut à l'IP Poll de pré-saison. Pourtant, ils avaient commencé sur les chapeaux de roue après avoir écrasé Michigan, comme Baptiste en a parlé, avec une performance mais de fou de Graham Mertz à 5 touchdowns, à 20 sur 21 à la passe. Et après, ça a été plus compliqué. Comme j'ai dit, Graham Mertz et toute l'équipe a eu le Covid. Et donc, voilà, ça a commencé à perdre. Ça a commencé à ne pas jouer. Donc, voilà, année compliquée pour Wisconsin, dont il ne faut pas trop en prendre compte. Au niveau de l'intersaison, pas de mouvement important. Bon, évidemment, il y a eu la valse des coachs spécialisés, donc les coachs des running back, de la defensive line et des quarterbacks qui sont partis. Je pense pas qu'il faut y prêter tant d'importance parce qu'on sait c'est le jeu du college football. En général, quand on entraîne ce genre de poste, on y reste 2, 3, 4 ans et on est appelé à prendre un poste de coordinateur dans une équipe en général un petit peu moins forte. Donc de ce point de vue-là, c'est pas si grave que ça. Le quarterback titulaire, ce sera Graham Mertz. Graham Mertz qui nous a, je pense, ébloui l'an dernier, qui nous a montré qu'il pouvait avoir un plafond très haut. Bon, après, il a eu un peu plus de mal, mais on a vu qu'avec ce garçon, Wisconsin pouvait viser mieux que le top 10 habituel et pourquoi pas devenir un prétendant ou un contender au playoff. Il a remplacé Jack Cohn qui est parti du côté de Notre-Dame. Voilà, donc c'est lui qui aura les rênes de l'attaque des Badgers. Concernant l'attaque, je pense que l'attaque sera une vraie force cette année de cette équipe, à commencer par la O-line, encore et toujours. On sait que Wisconsin forme des super O-line. Chaque année, ils envoient des mecs en NFL. Chaque année, ils arrivent à donner à leurs running back des stats de fou furieux, avec des running back nord-sud.
Bon, c'est pas pour déplaire à des Melvin Gordon, Monty Ball ou Jonathan Taylor, mais ces joueurs doivent beaucoup à leur O-line. Et je pense que Wisconsin va, comme à l'accoutumée, s'appuyer dessus. Et il faudrait aussi parler d'un joueur que j'aime beaucoup, c'est le tight end Jake Ferguson. Alors vous connaissez mon amour pour les tight ends, fan de Notre-Dame oblige. Et je vous invite vraiment à regarder Jake Ferguson, qui sera certainement la cible préférée de Graham Mertz. Et voilà, c'est le joueur à suivre du côté de l'attaque. En défense, les linebackers seront toujours aussi bons, avec notamment Jack Sanborn qui revient, il me semble, pour son année, pour sa 5e année. C'est un super senior lui aussi. Et la faiblesse pour moi principale de l'équipe, et c'est hyper bizarre parce que vous le savez, Wisconsin est connu pour ses O-line et pour ses running back. On parle souvent de running back university. Il y a beaucoup d'incertitudes au poste. On ne connaît pas réellement le titulaire. Bon, ça devrait être le sophomore Jalen Berger, qui a eu beaucoup de temps de jeu l'an dernier, mais on n'a pas aujourd'hui un quarterback depuis le départ de Garrett Groshek, un running back installé du côté de l'attaque des Badgers. Et ça va être très important de vite le trouver parce qu'on Dieu sait que c'est hyper important pour cette équipe, les running backs. La question que tout le monde se pose, c'est les Badgers arriveront-ils à mettre de côté leur dernière mauvaise saison? Oui, de 1 parce que saison tronquée par le Covid, et de 2 parce que l'équipe est talentueuse. Wisconsin recrute de mieux en mieux. Donc certes, ça recrute de mieux en mieux à des postes pas forcément flashy, les O-line, les linebackers, etc. Mais c'est des équipes solides. Ils ont un très bon entraîneur en la personne de Paul Christ, qui sait ce qu'il doit faire. À l'image un peu de la plupart des équipes de Big Ten, il n'y a pas de fulgurance, mais ça assure, c'est discipliné, ça maîtrise bien l'horloge et ça joue dur. Et je pense que ça va encore permettre à Wisconsin d'avoir une bonne année. C'est pour ça que moi, je leur mets 11 victoires pour 2 défaites. Alors, si je leur mets 11 victoires pour 2 défaites, c'est parce que j'estime qu'ils ont un calendrier qui est plutôt à leur portée. Parce que déjà, ils n'affronteront pas Ohio State cette année, ni Indiana. Donc le calendrier est relativement ouvert. Leurs 4 premiers matchs, en revanche, seront hyper importants. Ils affrontent dans l'ordre Penn State, Eastern Michigan, Notre-Dame et Michigan. Penn State à la maison, je pense que c'est une victoire. Beaucoup plus de certitude que le programme de Pennsylvanie. Eastern Michigan, Cupcake Game. Bon, je suis un peu méchant. Victoire facile. Puis, il y aura le match de l'année pour Wisconsin face à Notre-Dame au Soldier Field de Chicago pour les Shamrock Series. Et là, ça sera vraiment le gros test d'ailleurs pour les 2 équipes. Et si Wisconsin s'en sort vainqueur, ils pourront commencer à prétendre à une place pour les playoffs. Et moi, personnellement, si j'étais le coach, si j'étais Paul Christ, je dirais à mes joueurs, cette année, on vise les playoffs. Et ça passera forcément par un début de saison un début de saison canon. Et s'ils passent ce début de saison, ils vont pouvoir rêver. Voilà, donc ça fait moi les favoris pour remporter la Big Ten West. Et si pas de qualification au playoff, faut viser le Rose Bowl. Et tu n'as pas peur là le match Wisconsin-Notre-Dame là Si, on est encore loin, mais j'ai complètement peur parce que ils ont un très bon quarterback en fait, c'est ça. Et ces dernières années, ils n'ont pas eu de bon quarterback Wisconsin. Il y a eu Jack Cohn, effectivement, qui est un quarterback, un bon quarterback de college football, mais là, Graham Mertz, on parle de prospect NFL, on parle d'un mec qui est capable de balancer des passes très précises, qui est capable de te faire changer un match par son jeu à la passe, chose qui était assez inhabituelle pour le programme de Madison. Donc, ouais, je pense que c'est une vraie menace pour Notre-Dame et pour tous les autres programmes de Big Ten. J'y pensais, sincèrement, après avoir vécu une saison avec des matchs intra-conférences, qu'est-ce que ça fait du bien et ça fait rêver ces matchs extra-conférences. C'est en ayant vécu le système inverse qu'on se rend compte combien ça fait plaisir. Quand j'ai préparé l'épisode, là, on va parler de Purdue, mais Purdue joue Oregon State. En première semaine, alors tu dis, ouais, c'est Purdue Oregon State, mais c'est trop cool, Purdue Oregon State, quoi. Ouais, de ouf. C'est trop cool, quoi.
Donc voilà, Wisconsin aura besoin d'un grand Graham Mertz pour prétendre au titre de la Big Ten. Il a les capacités pour être ce grand quarterback, pour prendre la relève de Russell Wilson. Il aura fort à faire avec, je l'espère, un jeu à la course qui va s'affirmer au fil des semaines pour assurer ses matchs et pour commencer à arriver. On retourne en Big Ten Est, cette fois-ci pour parler de Penn State. Penn State qui nous ont fait de la peine, justement. L'équipe préférée de Baptiste. Voilà. Eh ben, je sais pas pourquoi j'ai récupéré Penn State, moi d'ailleurs. Merci les gars, bel esprit. Bon, il n'y a rapidement. pas d'amitié quand on parle de Penn State. Ouais. Très rapidement, un petit retour sur l'année 2020 qui a été calamiteuse pour le programme de college de Happy Valley. C'est quoi le patelin de Penn State? C'est University Park. University Park. Ouais, c'est ça. Pourquoi ils disent Happy Valley d'ailleurs? Bref, une question dont je n'ai pas la réponse. Bref. Parce qu'ils sont tous heureux avec ce qui se passe là-bas dans leur vallée. Ouais. Bref, je dis rien. Donc, un joli 0,5 pour commencer l'année, ce qui est très clairement qui a été historiquement le pire départ de l'histoire du programme. Donc une année catastrophique. On se souvient de cette fin de match contre Indiana où le quarterback Penix se détend pour toucher le pylône de touchdown avec cette image assez incroyable. L'action de l'année. Ouais, ça a été compliqué pour les Nittany Lions avant de se reprendre un peu sur la fin de saison. Donc 9 matchs à leur compteur. Donc seule équipe avec Rodgers à en faire un calendrier complet. Avec quand même très clairement le siège de James Franklin, le head coach des Nittany Lions, qui commence à chauffer. Parce que on est loin, ils sont passés très clairement de contender pour le College Football Playoff à ça serait bien si on gagne mi-match, qui clairement ça fait descendre d'un cran ou deux dans la hiérarchie du college football. Cette année, c'est un petit peu pareil. On va remettre les choses un petit peu dans le contexte. Donc, je pense que James Franklin a bien vu qu'il fallait changer des choses, et notamment au niveau offensif. C'est pour ça qu'il était chercher un certain Mike Yurcich que je connais bien, puisque c'est ancien offensive coordinateur de Oklahoma State quand c'était Mason Rudolph qui était quarterback, et même un petit peu avant quand il y avait J.W. Walsh. Après Oklahoma State, il est allé à Iowa State où il a été coordinateur offensif, co-coordinateur offensif et aussi coach des quarterbacks et responsable du jeu des quarterbacks, si je sais plus. Enfin, il avait un poste un peu multicasquette. Et après, il est parti pour coordinateur offensif chez Texas l'année dernière. Mais bon, comme le staff complet a sauté, il était libre et James Franklin s'est dit que c'était une bonne affaire de le récupérer. Je pense que c'est une bonne affaire de l'avoir récupéré, effectivement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui sait parler au quarterback. Je pense que c'est très clairement un quarterback whisperer, comme on peut qualifier. Donc ça, c'est au niveau des choses qui sont plutôt positives dans l'intersaison du côté de Pennsylvanie. Malheureusement, il y a un recrutement qui est très en deçà des habitudes. On était habitué à voir Penn State dans le top 10 des recrutements avec Micah Parsons, qui était une top recrue quand il est sorti de high school, des gens comme ça, Saquon Barkley, etc. Là, c'est beaucoup plus mauvais. Voilà, on va très clairement dire les choses. Je pense que peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est pas dans les standards du programme. Donc forcément, il y a un petit peu moins de talent, en tout cas en tant que true freshman qui arrive sur le campus cette année. Donc forcément, ça veut dire dans un futur relativement proche, peut-être des attentes un peu en deçà. Ils ont perdu énormément de monde à la draft, 6 joueurs draftés, notamment au niveau du front seven. Je pense à Micah Parsons et à Jason Howe, qui sont quand même deux gros moteurs de la défense. Alors bon, Micah Parsons n'a pas joué en 2020, mais voilà, ça reste un joueur très important. Donc c'est pour ça que très clairement, la faiblesse de l'équipe, ça sera la defensive line et plus généralement le front seven qui repart presque à zéro. Les linebackers sont presque tous de retour, mais malheureusement, ils ont énormément souffert en 2020, donc on va attendre d'eux qui progressent très très vite parce que sinon ça va être très complexe. A contrario, la force de l'équipe, ça reste la secondary, notamment le duo Carson Fields, le cornerback et Jacob Brisker, le safety, 2 joueurs qui auraient pu choisir de partir à la draft mais qui sont restés. 2 joueurs qui vont apporter énormément d'expérience et je pense que les Nittany Lions en auront besoin.
Du côté de l'attaque, je pense qu'il y a un joueur à suivre, c'est le receveur John Dodson. Enfin, on l'a déjà beaucoup vu l'année dernière, mais je pense qu'on le verra encore plus cette année. C'est un joueur hyper spectaculaire, des gros catchs. Voilà, c'est le receveur, le receveur très costaud par excellence, qui aura un avenir tout tracé en NFL, ça c'est clair, net et précis. Après, voilà, ça dépendra aussi de Sean Clifford, hein, parce que c'est vrai que le quarterback qui en 2019 m'avait beaucoup surpris. Je dois avouer qu'il avait pris la suite après de Trace McSorley, un peu presque par hasard, on n'entendait rien de lui. En 2019, il a sorti une très grosse saison. L'année dernière, ça a été plus complexe. Alors voilà, pas trop tirer de conclusion sur l'année dernière, mais si c'est le Sean Clifford de 2019 qui revient, ça devrait aller pour les Nittany Lions. Si c'est de celui de 2020, pardon, ça risque d'être un petit peu plus complexe, sachant que derrière, il n'y a pas grand monde non plus. Donc attention quand même du côté des Penn State au niveau du poste de quarterback. Je pense que James Franklin, et c'est quand même la plus grosse question, c'est est-ce qu'il va retrouver son mojo pour remettre un peu tout le monde dans le bon sens, parce que ça reste un super coach, même si je suis pas hyper fan de la personne, ça reste un super coach. C'est quand même le seul mec qui a réussi à faire que Vanderbilt gagne des matchs en sec, donc déjà rien que ça c'est un exploit en soi. Parce qu'en fait, s'il n'arrive pas à remettre l'équipe dans le bon ordre, enfin en tout cas dans le bon sens dans le sens de la marche, c'est possible qu'on revive une saison comme 2020, parce que le début de calendrier, il est quand même très 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 costaud, avec un Wisconsin en semaine 1 à Madison, donc à l'extérieur. Donc là, c'est très compliqué. Ball State à domicile. Attention à Ball State, très clairement, c'est une équipe qui va être... Alors c'est Ball State de être favori, mais attention. Et derrière, il y a Auburn. En fait, ce match, il est piège à plein de trucs, parce qu'il y a un gros match en semaine 1, un gros match en semaine 3, et ce match-là au milieu où voilà, on aura peut-être l'esprit déjà tourné vers le match 3, ou un peu les esprits encore sur le match 1. Donc attention, face à une très bonne équipe de Ball State. Donc c'est pas impossible qu'il bascule à 0-3. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible. Et là, les démons de 2020 reviennent, et on sait pas ce qui arrive. Alors, heureusement, en semaine 4... Pardon ? Ça serait un coup de tonnerre. Ça serait un coup de tonnerre, mais... Oui, ça serait un coup de tonnerre, mais mine de rien, Wisconsin et Auburn, c'est tout sauf des gimmicks, comme on dit, donc ça va être un peu complexe. Après, il y a Villanova, donc si ça avait été du basket, je donnais Villanova vainqueur, c'est du football, donc ça devrait aller pour Penn State. Mais voilà. Après, il y a Indiana et les Hawkeyes. Si ça tourne mal, ils peuvent basculer à 2-4 hein, au bout de 6 matchs, hein, quand on voit le calendrier. Donc, après, c'est un poil plus simple, même s'il y a les Buckeyes. Mais voilà, attention au début. Attention au début de saison, parce que si ça se passe mal, James Franklin pourrait sauter. Alors, j'y crois pas, hein, mais c'est pas impossible non plus. Donc, très clairement, moi, je vois un plafond de verre quand même relativement bas cette année pour Penn State. 8 victoires. Elle est peut-être 9 si Sean Clifford arrive à retrouver son niveau de 19, mais pas bien plus. Je sais pas si de votre côté, ce que vous en pensez. C'est chaud, hein, 9 victoires. Tout est possible. Le problème, c'est que tout est possible avec Penn State. Il se retrouve quand même avec la paire Clifford-Dodson qui risque de bien marcher. Clifford, il est quand même aux commandes depuis 3 saisons pleines. Oui, c'est possible. En fait, rien n'est impossible dans la Big Ten, encore une nouvelle fois. Donc forcément, l'un ou l'autre m'étonnerait pas. Après, je les vois quand même un petit peu plus faibles. Mais pourquoi pas? J'ai pas d'opinion en réalité. Ah non, moi je pense... en fait, le game changer, ou le season changer, si je peux appeler ça comme ça va être le match face à Auburn. Tu perds ce match face à Auburn, t'as les démons de l'année précédente, t'as James Franklin qui commence à avoir chaud, ça peut laisser présager après une suite de saison très très compliquée. Et je pense que tout va jouer ici, et Baptiste avait raison de le mentionner, ces 3 premiers matchs, ça va faire leur saison. Eh bien, on va aller chez les ennemis de Penn State et qui sont, bien entendu, mon équipe. Je suis très content de faire la preview cette année. Maryland, je serai un petit peu plus court que la saison dernière quand même. Fais-toi plaisir. Maryland, c'est en 2020 un bilan de 2 défaites pour 3 victoires. Et oui, on a joué 5 matchs à cause du Covid. Donc, faut noter des victoires face à Minnesota et Penn State. Et défaite face à Indiana avec il y avait la moitié de l'équipe qui était présente à cause du Covid, en fait, tout simplement plein de titulaires absents. Et dernier match, défaite en overtime face à Rutgers avec tous les remplaçants qui jouaient et tous les walk-on. Donc voilà,
3 matchs annulés en plus enfin 3 matchs qui étaient prévus et qui ont été annulés. Au niveau de l'intersaison, eh bien c'est une intersaison assez incroyable. On est à 18e meilleure classe de commit du pays, la 4e je crois en Big Ten si je dis pas de bêtises, donc c'est assez énorme. On a un 5 étoiles, un Terrence Lewis qui est un linebacker, et on a 4 joueurs 4 étoiles aussi, et pas mal de 3 étoiles bien classés. On a un transfert 4 étoiles aussi qui est arrivé au poste de receveur. On a un nouvel offensive coordinateur qui n'est autre que Dan Enos, l'ancien offensive coordinateur assistant de Michael Oxley, notre head coach à Alabama sous Nick Saban, mais aussi offensive coordinateur du côté de Miami, qui est offensive assistant du côté de Michigan. Pardonnez-moi, je fais son CV, et il était l'année dernière dans la très bonne équipe de Cincinnati en tant que running back coach. On a un nouveau défensif coordinateur qui n'est autre que Brian Stewart, notre ancien défensif coordinateur qui était un des meilleurs du pays à l'époque et qui ensuite est pas mal passé par des équipes. Il a été head coach à Rice, il est passé chez les Lions en NFL. Il était cornerback coach l'année dernière à Baylor. Donc voilà, on a remodelé un petit peu le coaching staff. Au niveau de l'effectif, le quarterback titulaire sera bien entendu le frère de Tua Tagovailoa, Tolia Tagovailoa, qui est donc un ancien 4 étoiles d'Alabama et qui a été auteur la saison dernière pour sa première saison chez nous de 1011 yards et 7 touchdowns pour 7 interceptions, qui a montré de très très beaux flashs. Tagovailoa, il va vraiment s'installer une bonne place de titulaire, donc je suis quand même plutôt confiant pour le frère de Tua. Les joueurs stars à suivre chez nous, c'est Rakim Jarrett, le receveur 5 étoiles, originaire de notre état, donc qui était la grosse recrue l'année dernière, qui a été auteur de 252 yards et 2 touchdowns. Encore une fois, on ne peut pas trop se fier aux chiffres, vu le peu de matchs que l'on a eu et les absences répétées à cause du Covid. On aura aussi Nick Ross, notre safety slash cornerback, qui est vraiment très fort depuis 3 saisons, on en parle. Et qui pourrait devenir un bon élément à ce poste-là à la draft. Donc voilà, qui sera un peu le chef de la défense, avec notamment le sophomore cette année, cornerback Tarib Steele, qui sera lui aussi un des meilleurs cornerbacks de Big Ten. Lui qui était déjà un des meilleurs cornerbacks de Big Ten en étant freshman l'année dernière. Les forces de l'équipe, ça se situe quand même au poste de receveur avec le duo Rakim Jarrett et Dante Lemus. Dante Lemus qui sera aussi lui un gros prospect pour la draft au poste de receveur, enfin un bon prospect pour la draft. Au niveau des faiblesses de l'équipe, ça reste le poste de running back actuel. Alors, tout à l'heure, Augustin nous disait que Wisconsin ne sont pas habitués à avoir de mauvais running back comme cette année. Nous, c'est un peu le cas. On a Anthony McFarland qui est parti il y a 2 ans chez les Steelers. On a Jack Funk qui est parti à cette draft chez les Los Angeles Rams. Et cette année, on se retrouve un petit peu orphelin de tout ça. On a Tyon Fleet-Davis qui va devoir prendre le rôle de titulaire un petit peu prouvé. C'est un joueur polyvalent qui sait courir et recevoir, mais qui va devoir quand même progresser. Donc la question que tout le monde se pose sur cette saison de Maryland, c'est est-ce que le grand upgrade qui est annoncé depuis au moins 2 saisons par Michael Oxley est-il finalement pour cette année? On attend toujours qu'on passe cette marge. Alors on va le voir, on va le voir. Il faut savoir que les meilleures classes de recrutement sont actuellement, ont vraiment démarré depuis l'année dernière. Donc il faut laisser le temps aux jeunes joueurs de s'aguerrir. La conclusion pour le calendrier de la saison prochaine, on démarre en réceptionnant West Virginia en Week 1, un match qui sera intéressant et très équilibré entre 2 équipes un petit peu du même niveau. Ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Après, on a un enchaînement quand même, un moment dans la saison qui est assez difficile avec Iowa, Ohio State, Minnesota, Indiana, Penn State. Il va falloir être bien accroché. On a 2 matchs entre guillemets faciles face à Howard, donc qui est une université pas très loin de Maryland, et Kent State, malgré que Kent State sont un petit peu dangereux, et notamment selon Batou. Oui, faire attention aux Golden Flashes, notamment avec le head coach Sean Levis, qui est un futur grand nom, je pense, du coaching. Il a complètement lancé le programme, donc à suivre pour un programme du Power 5 d'ici peu de temps. Mon pronostic, du coup, pour cette saison, ça serait éventuellement 8 victoires et 4 défaites. On croise vraiment les doigts, on se comprend, avec notamment des upsets de Iowa et Minnesota face à nous. Donc, je touche du bois, j'en ai devant moi, justement, ça tombe bien. Et puis, j'espère que ça sera en fait à l'année du step-up, en tout cas du début du step-up, pour prouver que Maryland rejoint un petit peu les contenders du haut de panier de la Big Ten, alors sans être trop haut, mais quand même en participant à ce
ce regroupement d'équipes assez intéressante en Big Ten et puis plutôt embêtante. Gus, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi je suis d'accord avec en fait le dessin que tu fais de cette équipe de Maryland. C'est peut-être pas cette année, mais c'est l'année prochaine où ça va commencer vraiment à upgrade, comme tu dis. Non, moi je voulais juste dire aux gens, regardez le match face à West Virginia en Week 1, parce que Maryland-West Virginia est une rivalité assez peu connue du college football. C'était une rivalité de la Big East, si je dis pas de bêtises, avant que les Mountaineers de West Virginia rejoignent la Big 12 et que vous êtes parti en SEC dans un premier temps, il me semble, puis après vous avez rejoint la Big Ten. C'est ça. Donc non, c'est un match à suivre. C'est le sel du college football, les rivalités, et ça fait du bien de revoir ces programmes qui ne s'étaient pas affrontés ces dernières années se rejouer. Et on va se situer du côté du nord des États-Unis et quasi de Chicago. Augustin, Northwestern, qui étaient donc, comme annoncé, les autres finalistes de la Big Ten Championship face à Ohio State l'année dernière. Alors, on parle de Northwestern. On est à une semaine de l'Euro de football. Northwestern, c'est un peu le N'Golo Kanté du college football. Tout le monde adore cette équipe. Non, mais c'est vrai, personne déteste Northwestern. Et je pense que l'année dernière, la saison dernière, est venu affirmer ce que je viens de dire, puisqu'ils sortent d'une saison historique. Ils ont terminé à la 10e place de l'APpoll après une saison à 7 victoires et 2 défaites, dont une défaite in extremis en finale de la Big Ten face à Ohio State. Ils les ont regardés droit dans les yeux et je pense qu'on était même frustrés de ne pas les voir gagner. C'était un match haletant du début à la fin, notamment avec une interception de Brandon Joseph, le safety dans la end zone dont je me souviendrai. Voilà. Et puis après, une victoire face à Auburn au Citrus Bowl. Saison plus que réussie, saison historique pour Northwestern, et je me demande même si c'est pas leur meilleure saison de l'histoire. Au niveau de l'intersaison, alors il y a eu un petit événement puisque Pat Fitzgerald a engagé un nouveau defensive coordinator en la personne de Jim O'Neill, qui vient remplacer 12 ans de bons et loyaux services de Mike Envitz, qui était du coup le coordinateur défensif, qui a prouvé ces dernières années l'homme et le technicien qu'il était. O'Neill, il a surtout une expérience du côté de la NFL. Il a été le defensive coordinateur des Niners et des Browns. Donc certes, ça a des années où ça performait pas forcément, mais ça reste une valeur sûre de la NFL. Il a aussi coaché en college football. Donc voilà, c'est un mec qui est aguerri et qui est spécialisé dans les defensive backs, j'en parlais tout à l'heure. C'est une chose récurrente là cette année en Big Ten. Ils aiment bien engager des mecs qui défendent bien la passe. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que Mike Envitz a vraiment laissé sa trace au niveau des defensive backs. Et quand on voit le talent qu'il y a dans la secondary cette année, ça va être pas mal. La revue de l'effectif, le point le plus important pour cette année 2021, seulement 38% des joueurs seront de retour sur le campus d'Evanston, à côté de Chicago, dans la banlieue de Chicago. Au niveau national, sur les 130 équipes du college football, il y a seulement BYU qui ramène moins de joueurs, donc ce qui place Northwestern à la 129e place du pays en nombre de joueurs en fait, qui reviennent. Au niveau du quarterback titulaire, là aussi c'est indécis, on ne connaît pas encore le titulaire. On pensait que juste ici ça allait être Hunter Johnson qui allait obtenir le poste, mais jusqu'à ce que Pat Fitzgerald, le coach, fasse venir Ryan Hilinski en provenance de South Carolina. Donc voilà, il y a en ce moment même et il y aura une bataille au poste de quarterback. Et connaissant Fitzgerald, je pense qu'on le saura d'ici fin août ou d'ici début août le titulaire. Donc voilà. Les forces de l'équipe, c'est la défense. Malgré la perte de joueurs clés en défense, comme Craig Newsome, Pat Fisher, ou encore l'arrivée d'un nouveau defensive coordinateur, on pourrait craindre que tous ces chamboulements fassent beaucoup de mal à la défense, mais moi j'y crois pas du tout, parce que les joueurs sont talentueux, parce que de ce que j'ai lu sur certains insiders de Northwestern, la philosophie défensive de Jim O'Neill est la même que Envitz. C'est pour cette raison que je pense qu'ils vont continuer à s'appuyer sur cette défense pour gagner des matchs.
avec évidemment en leader Brandon Joseph, qui a éclaboussé l'année dernière le pays de son talent. Il sera sophomore cette année. Il menait même le pays en nombre d'interceptions, il me semble. Donc voilà, Brandon Joseph, c'est vraiment la star à suivre du côté de Northwestern en défense, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Au niveau de l'attaque, il y a 2 joueurs à suivre. Alors, le premier, c'est Peter Skoronski. L'année dernière, il était true freshman. Il a vraiment il a abattu un taf monstrueux sur la O-line. Et c'est quelque chose qui est à noter parce qu'il est quand même assez rare que les true freshmen soient assez développés physiquement pour performer dès leur première année en college football. Et lui, ça a été le cas. Donc, ceux qui aiment bien un peu le travail de tranchée, je vous conseille d'aller le voir. Et puis, il ouvrira des brèches pour le running back Cam Porter. Et voilà, la présence de ce running back arrive à point nommé pour aider le nouveau quarterback à bien s'acclimater dans cette équipe de Northwestern. Au niveau des faiblesses, c'est les receveurs. Et pourtant, Dieu sait que c'est une faiblesse qui va leur faire mal parce que c'est un poste dont ils ont besoin en quantité et en qualité. Northwestern a perdu 3 de leurs 4 meilleurs receveurs cette année, ce qui représente plus de milliards sur les 1700 lancés par Peyton Ramsey l'année dernière. Donc il est vraiment urgent que de nouveaux bons joueurs à ces postes émergent. Et d'autant plus que en fait, ils ont un nouveau offensive coordinator depuis 2 ans maintenant, Mike Bakajan. Salut Guillaume, qui est plutôt tourné vers la passe. Et donc voilà, il est urgent que des receveurs émergent. Et je me fais pas trop de soucis parce que ça a plutôt bien recruté ces derniers temps et tous les insiders de Northwestern semblent assez confiants malgré les incertitudes. La question que tout le monde se pose et qui est la traduction de mes propos là, ces dernières minutes, c'est est-ce que Northwestern survivra au départ du plus de la moitié de l'équipe ? Je le pense. Il y a une profondeur importante d'effectifs. Il faisait jouer beaucoup de remplaçants l'an dernier, donc le fait que le roster soit deep permet de réduire les incertitudes. Et parce qu'aussi, on parle d'un coaching qui est élite. Pat Fitzgerald, il rentre dans sa 16e année, c'est un coach reconnu. Pour beaucoup, c'est un top 10 coach. Moi, je suis certain que si le mec il était à Alabama, si on lui donnait beaucoup de talent, il pourrait emmener Northwestern très très haut. Et on sait que quand on a un coaching élite, on performe en college football. Donc pour moi, Northwestern survivra au départ de la moitié de son équipe. Après, évidemment, ce qui compte pour pouvoir matérialiser en fait ce que je dis, il faut regarder le calendrier. Alors le calendrier, il tombe au bon moment. Comment dire, la conjoncture, donc le fait qu'il y ait plus de la moitié de l'équipe qui ne revienne pas au campus, ne va pas se faire ressentir du fait d'un calendrier qui est très facile et qui est pour moi le plus facile de la Big Ten. Oui, la saison sera pas aussi bonne que la précédente, mais il va quand même réussir, Pat Fitzgerald, à assurer un certain nombre de victoires. Donc moi je pars sur 8 victoires et 4 défaites. Les 4 défaites seront face à Iowa, Wisconsin, Michigan, et je vois bien un upset du type Rutgers ou Minnesota. Et si je parie sur autant de victoires, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui sont gagnables. Les Indiana State, Duke, Ohio, Michigan State, Purdue, Illinois. Enfin, voilà, c'est des matchs des confrontations qui arrivent au bon moment et ça va pas suffire. Le niveau n'est pas assez haut pour menacer la bande à Pat. Et c'est pour cette raison que je les vois aux portes du top 25 ou même dans le top 25, une bonne 23e ou 24e place à la fin de l'année. Ouais, rien n'est impossible pour Pat Fitzgerald, le Giroud du college football. Il faut qu'il trouve son Djibril Cissé. C'est ça. On passe dans un état un petit peu beaucoup plus rural même. C'est Nebraska, Baptiste. Nebraska, sur qui on fonde beaucoup d'attentes. Ouais, non, je sais pas. Moi, personnellement, pas tant que ça. Non, pas cette année, mais c'est vrai que les années précédentes, ça recrutait bien, tout ça. Enfin bref. Ça a toujours bien recruté en 2021, 20e classe du pays. Le problème de Nebraska, c'est que ça recrute, mais ça garde pas les joueurs, quoi. Il y a Fleming qui est parti du côté de Maryland, là, le receveur. Donc effectivement, c'est un petit peu le souci principal de Scott Frost.
c'est de ne pas être capable de garder ses joueurs. Avant de commencer, je fais un petit big up aux membres du subreddit Huskers sur Reddit, voilà, qui m'ont aidé un petit peu à choper quelques infos. Alors je vais parler en français, du coup ils comprendront pas ce que je dis, mais voilà, ils m'ont demandé après d'envoyer le lien du podcast, donc ça sera fait. Donc, merci pour quelques infos, parce que ça a été pas super simple de trouver des infos sur Nebraska, ce qui est assez marrant vu la popularité du programme. Donc bon, allez, on va faire un petit retour en 2020. Voilà, une année encore d'habitude galère, bilan de 3-5, une victoire contre Penn State presque à la surprise générale, contre Purdue et contre Rutgers. Et voilà, 5 défaites. Année galère encore avec un Adrian Martinez qui a soufflé le chaud et le froid. On sait que Luke McCaffrey, le petit frère de CMC et de Dylan McCaffrey a même été titulaire sur 2 matchs, mais voilà, ça a été très très compliqué, très complexe à regarder, un peu voilà, presque pénible même parfois à regarder, hein, les Cornhuskers l'année dernière. Voilà. Donc maintenant Adrian Martinez est bien le QB titulaire. La question c'est de savoir est-ce qu'il va être capable de diminuer un peu ses turnovers, hein, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui était hyper flashy son année de freshman, hein, je sais pas si vous vous souvenez, c'était super beau à voir jouer. Mais après, il n'a pas progressé et c'est même devenu plus compliqué. Et voilà, un petit peu frustrant d'avoir joué Adrian Martinez par moment. Et encore, je suis pas fan des Huskers, donc je pense que pour eux, c'est encore plus complexe. Voilà. Donc l'intersaison a été marquée, comme je l'ai dit, par de nombreux départs, hein, notamment au poste de receveur, Wandale Robinson, Fleming, que je mentionnais tout à l'heure, 2 recrues de l'État de l'Oklahoma, en personne de Houston et de Lens. Voilà, c'est un petit peu, ça a été un petit peu compliqué, hein, pour les Cornhuskers, sachant que là ils ont récupéré Touré, hein, le receveur de Montana, hein, qui a été un des meilleurs receveurs de FCS. Donc Yaya ou Colo? Yaya ou Colo? Yaya, je crois que c'est un Yaya lui. Oh putain, bien joué à Nebraska. Donc je pense que voilà, la question c'est est-ce qu'il va être capable de faire le saut entre les deux niveaux. Marquis Stipe aussi qui arrive du côté du USC, malheureusement blessé, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner le running back. À voir. Ancien 5 étoiles, non? Ouais, c'est une très grosse recrue, hein, donc, mais il n'a pas réussi à percer dans le depth chart de USC, donc ce qui est jamais très bon signe, hein, qu'on soit très clair. On en parlera, hein, mais 2 recrues 5 étoiles de USC au poste de running back qui se retrouvent en Big Ten en transfert. On en parlera après. Et puis au rayon des trucs pas très cool, ils ont essayé. Donc il y a un match contre Oklahoma qui est prévu là en 3e semaine. Le remake du Game of the Century, donc qui s'est passé en 71, en novembre 71, lors du week-end de Thanksgiving, puisque historiquement la rivalité de Thanksgiving pour Oklahoma c'était contre Nebraska. Voilà, pour les amoureux des petites histoires du college football. Donc il y a 50 ans, il y a eu un match entre Nebraska qui était numéro 1 et Oklahoma qui était numéro 2, victoire de Nebraska à la sortie, qui permettait aux Cornhuskers de remporter leur 2e titre de suite. Sachant voilà, qu'on fêtait les 50 ans cette année, que match était prévu et que il y a eu des rumeurs qui circulaient comme quoi les Cornhuskers cherchaient à ne pas jouer ce match-là parce que je pense qu'ils avaient peur de prendre une grosse fessée. Malheureusement ou heureusement pour eux, ça s'est su et donc finalement le match aura bien lieu. Mais voilà, il y a eu très mauvaise pub de la part du programme et notamment Scott Frost qui n'a pas vraiment poussé pour que le match se joue. Je trouve que c'est voilà, en termes de leadership, c'est pas vraiment le meilleur message à envoyer à ses joueurs. Donc à voir comment ça se passe. C'est le pire message. Ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça léger quoi, genre. Bon. Donc j'ai déjà mentionné Adrian Martinez, hein, qui sera quand même à regarder parce que ça reste un joueur excitant, frustrant mais excitant. Du côté de la défense, il y a un super cornerback, Cam Taylor-Britt, qui devrait être une des grosses stars de la Big Ten cette année. Voilà, c'est un très bon cornerback. Et puis voilà, du côté des linebackers, il y a Jojo Dorman qui fait une très grosse intersaison au niveau des entraînements de printemps, donc à suivre. D'ailleurs, la défense, hein, devrait être la force de l'équipe. Sans être élite, elle devrait faire très clairement le taf et je pense que ça devrait être la colonne vertébrale de Nebraska l'année prochaine, sachant que voilà, il y a quand même une grosse question au niveau du depth chart et de la profondeur d'effectifs, notamment au poste de receveur et de running back, et que si Nebraska veut progresser l'année prochaine, il faut qu'il se calme au niveau des pénalités. C'est une équipe qui a été très pénalisée l'année dernière, pardon. Et voilà, s'ils veulent progresser, il faut, voilà, si tu donnes 100 yards par match aux équipes adverses sur les flags, c'est compliqué de gagner des matchs. Donc voilà, de la discipline du côté de Lincoln cette année, on l'espère. Donc voilà, la question qu'on peut quand même se poser, c'est
est-ce que ça sera pas la dernière année de Scott Frost hein, à la tête des Cornhuskers, sachant qu'il était attendu comme le Messi après ses saisons à UCF. Voilà, ça décolle pas, ça patauge, c'est morose. Voilà, c'est assez terrible de voir où il en est. Et voilà, je pense que même plus terrible que ça pour le programme des Cornhuskers, c'est dire si Scott Frost n'y arrive pas, qui y arrivera? Parce que voilà, Scott Frost, c'est c'est clair. pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien quarterback des Cornhuskers qui a été jusqu'à l'Orange Bowl avec le programme. Voilà, c'est presque le fils prodigue, donc le retour du fils prodigue, et à la sortie, il n'y a rien du tout. En fait, c'est toute proportion gardée, c'est presque comme Jim Harbaugh à Michigan, quoi. S'il n'y arrive pas, qui y arrivera? Sachant que Nebraska, la situation est même encore pire. Ouais, là, encore pire, c'est culturel presque. Enfin, le problème, il est structurel dans les infrastructures, enfin, dans les infrastructures. Dans l'institution qu'est Nebraska, il y a tout un recrutement à revoir. Enfin, c'est virer Scott Frost, c'est ne pas voir le lendemain qui chante, quoi. Ah, mais déjà, là, même les présents chantent pas, quoi, tu vois, c'est quand même couvert le temps, donc je sais pas. J'ai pas, c'est un petit peu à bout de souffle. Hein. Honnêtement, j'ai pas de solution, surtout à minuit 15, un vendredi soir avec deux bières dans le nez, j'ai pas de solution pour Nebraska, donc. Et pourtant, ils ont des super fans. Hein. Je rappelle que c'est un des seuls stades du pays qui est plein depuis 50 ans à tous les matchs. Donc. Voilà, alors qu'on soit très clair, ça c'est un peu faux parce que je rappelle enfin c'est un peu faux, que quand on achète un pass à l'année, enfin une place à l'année, qu'on vienne ou qu'on vienne pas, la place est considérée comme vendue, donc voilà. Ouais, mais après quand tu regardes les matchs à la télé, c'est tout le temps rempli à craquer. C'est souvent très rempli effectivement. Après voilà, Nebraska a l'avantage d'être le seul programme de très haut niveau de l'État, donc voilà, tout tourne autour des Cornhuskers. Alors, on va se projeter un peu sur la saison et de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau du bilan. Donc, il y a déjà un match en Week 0 qui sera probablement le meilleur match de la Week 0 contre Illinois à Champaign, sachant que ça devait être un match qui devait d'abord jouer à Dublin, on en avait parlé, mais le match avait donc été déplacé dans l'Illinois. Après, il y a deux matchs plutôt faciles contre Fordham et Buffalo, sachant que Leipold est parti des Bulls, pardon. Donc ça devrait le faire. Et puis après, voilà, s'il y a ce match en semaine 4 contre les Sooners. Donc voilà, ça va être un petit peu complexe et après on va rentrer dans le cœur du sujet de la Big Ten avec déplacement Michigan State, réception de Northwestern puis de Michigan à Minnesota, une semaine off de déplacement, de réception de Purdue et Iowa State, une nouvelle semaine off et Wisconsin et Iowa State. La fin du calendrier est pas simple, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à mon avis sur les 6 victoires après Purdue, ça va être compliqué de récupérer la 6e, donc voilà. Je sais pas. Pour moi, je vois 6-6 au mieux. 6-6 au mieux. Mais un bilan de 5-7, voire de 4-8 me semble pas totalement impossible. Parce que le calendrier est pas simple, quoi. Parce que sur la fin de saison, il y a les 6 derniers matchs de la saison, pour moi, ils seront donnés pas perdants. Donc il va falloir faire des upsets et remporter des matchs avant, sachant qu'il y a des matchs pas simples en début de saison. Ouais, donc 6-6. Mais ça passera aussi par la progression de Martinez et de l'offensive line pour lui donner du temps parce que ça reste pas forcément. Il a des jambes correctes, mais il peut pas non plus faire ce qu'il veut avec ses jambes. Donc il faut une line qui lui permette de lancer correctement. Mais à qui? C'est aussi la question. Voilà. Donc une saison encore, je pense, un peu galère pour les Cornhuskers. Donc 6-6, allez, je suis gentil. Ça fait 3 ans qu'on dit qu'il va progresser, Martinez. Ouais, c'est clair. C'est clair. Stop, moi, je suis d'accord avec toi, Baptiste. Pour moi, c'est 4 victoires maximum. On passe du côté d'Indiana et de la Big Ten East. Indiana, les Hoosiers qui sortent d'une très très bonne saison avec 6 victoires, 2 défaites. Ils ont terminé 12e à l'AP Poll. Excellent job de Tom Allen, leur head coach. Et ils se sont retrouvés à l'Outback Bowl qui a été perdu 26-20. Face à Ole Miss, donc Ole Miss qui devait faire le Music City Bowl face à Iowa, qui sont retrouvés à l'Outback Bowl et qui l'ont remporté face à Indiana. Durant l'intersaison, on a eu un départ assez majeur avec le safety titulaire en force, Jamar Johnson du côté des Broncos à la draft, et aussi d'un des deux meilleurs receveurs, Rob Phillior, et Derrick Reader, le center titulaire en undrafted free agents. Ça a été
une mauvaise classe de recrutement, malgré les bonnes performances d'Indiana. Donc, 53e équipe du pays, enfin 53e classe du pays et 12e en Big Ten, donc très très mauvais. Il y a seulement 2 4 étoiles qui ont rejoint l'équipe. En revanche, ils ont été très très actifs sur le secteur des transferts, avec notamment l'arrivée de Stephen Carr, l'ancien running back 5 étoiles de USC. Donc on disait un 2 running back 5 étoiles de USC qui se retrouvent en Big Ten. Et Jaren Andy, le defensive end 4 étoiles de Auburn, qui était arrivé à Auburn en 2019. Il y a aussi au niveau des postes coach l'arrivée de Charlton Warren en defensive coordinator, qui était l'ex-defensive back coach de Georgia. Au niveau de l'effectif, eh bien, en QB titulaire, on retrouve notre ami Michael Penix, qui est encore considéré comme sophomore grâce à l'année gratuite d'éligibilité supplémentaire. 14 touchdowns, 4 interceptions et 1645 yards en 2020 avant de se blesser face à Maryland au ligament. C'est sa deuxième blessure au ligament en 3 ans. Il s'était blessé lors de sa deuxième saison à la clavicule aussi. Je crois qu'il s'était pété la clavicule. Donc un injury prone, comme on dit, quelqu'un qui est sujet aux blessures. Michael Penix, c'est assez dommage parce que c'est un bon quarterback de college football. Au niveau des joueurs stars à suivre, on a Ty Freifogel, donc qui était l'autre gros receveur avec Ophélior de cette équipe d'Indiana, qui avait réceptionné 7 touchdowns et 721 yards en 2020 et qui avait été nommé dans le receveur Big Ten of the Year. Hein. Donc, grosse récompense pour Freifogel. Il y a aussi le cornerback future star. Il y a beaucoup de bons cornerbacks en Big Ten. Tiawan Mullen, qui est le frère de Trayvon Mullen, le cornerback ex-Clemson, qui est du côté des Raiders maintenant. Tiawan Mullen, qui a été auteur de 3 interceptions, 3,5 sacs et 38 plaquages, et élu dans la All-American First Team cette année. Donc, des gros joueurs quand même du côté d'Indiana. Et justement, la force de l'équipe sera au niveau du poste cornerback avec Tiawan Mullen, mais aussi Rhys Taylor, qui a été auteur de grosses prestations en 2020. Du côté des faiblesses de l'équipe, ça reste la D-line qui a beaucoup trop peu d'expérience et qui a subi beaucoup de turnover, pas mal de joueurs qui sont partis, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, d'autres qui n'ont pas vraiment joué même dans la rotation ces dernières années. Ça risque d'être assez facile de pénétrer et de trouver des brèches dans la défense d'Indiana. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Indiana va avoir une trajectoire du type Minnesota? On se rappelle que Minnesota était très bon il y a 2 ans et ça, bon, il y a le Covid, on le sait, mais ça a un peu foiré la saison dernière pour PJ Fleck et sa bande. Ou est-ce que Indiana va justement devenir une des têtes de file de la Big Ten cette saison? C'est ce qu'on se demande. Est-ce qu'ils vont pouvoir retitiller de nouveau Ohio State? Le calendrier, eh bien, Week 1, déplacement à Iowa, comme on disait tout à l'heure, ça va être un bon test. En Week 3, en Week 3, match face à Cincinnati, très très bon test aussi, un match qui va se valoir avec Cincinnati qui sort d'une très très grosse saison. Et ça reste quand même un calendrier assez compliqué, hein, toujours face aux gros de la Big Ten, hein, donc Ohio State, Penn State, Michigan, etc., etc. Au niveau des pronostics, j'ai mis 8 victoires, 4 défaites, avec, je m'exprime, des défaites face à Iowa en Week 1, face à Ohio State, et peut-être Michigan et un upset. Augustin me disait Cincinnati, j'y pense justement à Cincinnati. Donc pourquoi pas, voilà. Je pense que c'est une équipe qui est capable de garder son statut hein, de bonne équipe de Big Ten, mais qui va quand même devoir trouver de meilleurs arguments hein, pour avoir des meilleures classes de commit et de recrutement. Ça va être assez important pour le futur d'Indiana. Ouais, Elio, je suis d'accord avec ton constat et j'ai peur en fait que l'année d'Indiana se joue en fait dans le genou de Michael Penix. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Le remplaçant de Jack Tuttle Ouais, Jay Tuttle. qui est l'ancien 4 étoiles de Utah, un transfert, avait réussi à peu près correctement remplacer Penix l'année dernière en fin de saison, mais c'est vrai que c'est quand même le facteur X. De toute façon, c'est parce qu'un quarterback. Il n'a pas ce qu'a Penix, cette capacité de courir, d'aller chercher comme face à Penn State des touchdowns improbables. Moi, j'ai vraiment peur que ça soit parce qu'il fasse retomber la hype et ça nous emmerderait, je pense, à bien des égards, hein, parce que Indiana est une équipe c'est une équipe historique du college football qui a longtemps avait gagné, avait un bon petit palmarès et voilà, c'est frustrant.
Et en parlant de faire retomber la hype, justement, on va parler tout de suite avec toi, Gus, de Minnesota. Minnesota, hype retombée la saison dernière. Tu as bien fait la transition. Et donc, ouais, effectivement, quelle saison décevante pour les Golden Gophers en 2020. Parce qu'en 2019, ils avaient sorti une saison exceptionnelle à 11 victoires pour seulement 2 défaites. Et nous, ici, mais je pense sans exception, on pensait tous qu'ils allaient rééditer une saison au moins similaire. Et on s'est bien trompé. La saison fut très très mauvaise hein, pour les hommes de PG Fleck. Bon, il y a eu aussi deux matchs annulés et ils ont terminé sur un bilan de 3 victoires pour 4 défaites, dont une branlée face à Michigan en début d'année. Alors, moi, ça me permet d'en foutre un peu sur Michigan, mais se prendre 20 pions par la fac d'Ann Arbor après la saison qu'ils ont fait, et ben, moi, je vous garantis que c'est pas un compliment. Donc voilà, c'est une saison à oublier pour les Golden Gophers et je pense que ça a été notre plus mauvais pronostic de l'année dernière. Au niveau de l'intersaison, il y a eu peu de pertes préjudiciables, on va dire, hormis leur cornerback Benjamin Saint-Just, qui est parti du côté de la Washington Football Team. Voilà, il y a 16 titulaires qui sont de retour et l'équipe est assez expérimentée. D'ailleurs, PG Fleck l'a loué lors des interviews au Spring Game. Le quarterback titulaire, ça sera Tanner Morgan. Alors, il est important de parler de Tanner Morgan parce que pour moi, c'est la question en fait que tout le monde se pose. Est-ce qu'il retrouvera son niveau de 2019? Alors, je vais vous faire un petit point stat. En 2019, sur les 13 matchs, il avait inscrit 30 touchdowns pour seulement 7 interceptions. Et là, l'année dernière, bon, avec évidemment 6 matchs de moins, c'était seulement 7 touchdowns pour 5 interceptions. Donc on est passé de tout à rien. Je pense que le salut de Minnesota passera par lui. Il aura aussi besoin d'une nouvelle cible après le départ de Rashad Bateman à la draft, bien que Rashad Bateman n'ait pas beaucoup joué l'année dernière. Ce receveur numéro 1, ça devrait être Chris Ottman-Bell. Je vous conseille d'aller voir un receveur athlétique, qui était donc sa deuxième cible préférée l'an dernier, il y a 2 ans. Mais il aura besoin absolument d'autres receveurs pour exceller parce que Mohamed Ibrahim, dont je vais parler dans quelques instants, est un excellent running back, mais il est loin d'être un très bon receveur. Par contre, Mohamed Ibrahim, c'est un running back petit format qui est assez cool à avoir joué. Bon, c'est pas un Deuce Vaughn de Kansas State joystick, mais c'est un gars qui va pouvoir prétendre aux 3 premiers tours de la prochaine draft. Il avait la possibilité cette année de se présenter à la draft, mais il a décidé de retourner à la fac pour se faire plus de souvenirs, comme il a dit, et obtenir son diplôme. C'est un choix que je trouve très louable. Et c'est une décision ô combien importante pour Minnesota. Quand on voit son impact sur l'équipe depuis sa saison freshman, hein, en 3 ans, c'est 31 touchdowns. Donc voilà, un joueur qui sera la pièce centrale de Minnesota. Et statistiquement, voilà, comme je vous l'ai dit, il a prouvé que c'était un des meilleurs du pays. C'était le deuxième meilleur running back du pays en nombre de matchs, en nombre de yards par match derrière Jared Patterson de Buffalo. Et il a beaucoup de chance parce que on le sait, Tanner Morgan aura besoin pour exceller d'un bon jeu à la course pour lui permettre d'enlever un peu de pression. Et toute la O-line de Mini sera de retour avec notamment d'autres transferts qui sont venus rajouter un petit peu de profondeur à l'effectif et c'est toujours bon à prendre de la profondeur sur la O-line quand on sait les risques de blessure. Et voilà, c'est une excellente nouvelle en cas de nouvelle mauvaise année de Tanner Morgan. Au niveau du calendrier, je trouve qu'ils ont un début de calendrier hyper intéressant parce qu'il y aura une triplette Ohio State. Ils recevront Ohio State au TCF Bank Stadium, l'ancien stadium des Vikings. Vous m'interrompez si je dis une bêtise. Puis après, ils accueilleront aussi Miami à Ohio. Et ils iront à Boulder pour affronter Colorado. Donc évidemment, défaite face à Ohio State. Je pense que le match face à Miami sera compliqué. Miami est une bonne équipe. Puis après, ils se déplaceront à Colorado. Et là, Colorado, je pense que ça va être le match déjà le plus intéressant à voir de la saison. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Baptiste, des matchs interconférences comme ça, ils sont intéressants. Et ces deux équipes qui se valent, qui sont à peu près au même niveau dans leurs conférences respectives, je pense que ça va être le match test, le premier vrai match test
pour Minnesota et c'est celui qu'il faudra regarder. Et puis évidemment, il y aura la puvée rivalité du college football hein, le 27 novembre face à Wisconsin. Hein, une rivalité qui dure depuis 1890. Et pour l'anecdote, ils n'ont pas joué l'an dernier à cause du Covid. C'était la première fois en 130 ans. Mon pronostic, on l'a dit plein de fois, c'est difficile à pronostiquer parce que l'an dernier, l'année était tronquée. Mais moi, je vois quand même un bilan positif. Hein. Je pars sur un 7-5. Très bien. Aille bien après Minnesota. Alors, vous en faites pas. On a bientôt terminé. Il vous reste 2 équipes. On part du côté de l'Indiana et de Purdue. Purdue est présenté par Baptiste. Purdue, chaque année, c'est aussi quelques prospects à la draft. C'est aussi une équipe qui se montre intéressante sans être grandiose. T'as pas un quarterback qui vient de Purdue que t'aimes bien, toi? Si, le meilleur quarterback de tous les temps, celui qui a tous les records, qui a eu les plus mauvaises défenses et qui n'a pas gagné des 36 Super Bowl à cause de ça. Bref, le grand Drew, le grand Breeze, le petit plutôt en taille, d'accord. Et... grand par talent. C'est ça. Oui, donc direction West Lafayette, l'alma mater de Anthony Maungu. Purdue qui fait partie des programmes qui avaient le vent en poupe il y a quelques années et qui ont connu deux saisons plus compliquées en 2019 et en 2020 pour le plus grand bonheur de Gus, hein, puisque ça reste une rivalité de l'État d'Indiana. Alors Purdue en 2020, c'est 2 victoires pour commencer la saison et après plus rien. 4 défaites, ils ont joué simplement 6 matchs, des défaites contre Rutgers et Nebraska qui font un poil tâche sur le CV à la fin de la saison. Voilà, donc deuxième saison compliquée de suite pour Jim Brown, qui était pourtant des noms un peu sexy sur le coaching carousel en la fin de l'année 2018. On avait parlé de lui pour un retour à Louisville, qui est son alma mater d'ailleurs. Ça s'est pas fait. Louisville est parti sur Scott Satterfield. Je pense qu'ils sont peut-être gagnants sur ce coup-là. Purdue, donc Jim Brown est resté à Purdue. Il y a eu des changements assez important au niveau des coordinateurs, notamment défensifs. Il y a 3e coordinateur défensif en 3 ans. Voilà, donc l'arrivée de Brad Laber, un vieux coordinateur défensif avec beaucoup d'expérience qui remplace Bob Diaco, là, qui est resté qu'un an. Voilà, donc l'année dernière, ça a été un petit peu complexe aussi avec une utilisation un petit peu bizarre de Rondale Moore. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il dit qu'il joue pas, enfin qu'il opt-out, finalement il vient, puis il est blessé, mais les coachs disent qu'ils peuvent jouer, mais en fait ils jouent pas. Enfin c'était bizarre comme la saison de l'année dernière de Purdue. C'était un peu n'importe quoi. Ouais, c'était voilà, pour pas dire n'importe quoi, on est d'accord. Donc voilà, ils ont 2 joueurs draftés de la part chez les Boilermakers, Rondale Moore dont on a parlé, et le linebacker d'Eric Barnes chez les Lions avec le 113e choix. Une classe de recrutement pas bonne du tout, 70e nationale, alors une petite classe, mais en termes même de quantitatif, pas terrible. La star de cette classe de recrutement, c'est le linebacker Yanis Karlaftis, voilà, un nom qui vous parle, parce qu'effectivement, c'est le petit frère d'un certain defensive end dont on parlera un petit peu plus tard. Au niveau de la revue d'effectifs, alors, la question se pose toujours au poste de quarterback. Qui sera titulaire entre Jack Plummer et Aidan O'Connell, qui ont tous les 2 joué en 2020. Voilà, des joueurs avec des stats plutôt intéressantes, sans être efficaces, sans être flamboyants, pendant ils ont été relativement efficaces, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je pense que Jim Brown va faire le choix pragmatique, quel joueur sera le plus à même à faire gagner les Boilermakers. Pour l'instant, on n'a pas encore la solution. Voilà, il y a 2 joueurs qui sont hyper excitants à voir et à voir évoluer. Déjà, au niveau de l'attaque, ce sera le receveur David Bell qui devrait remplacer Rondale Moore. Alors, peut-être moins un profil couteau suisse, mais en termes de receveur pur, c'est hyper fort aussi. Il a fait une super année true freshman il y a 2 ans. Donc voilà, donc à suivre. Et de l'autre côté du terrain, George Karlaftis, voilà, ça c'est un monstre. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Alors l'année dernière ça a été compliqué, mais il a pas beaucoup joué. Il a été touché par le Covid, mais pareil, lui, il a fait une saison en tant que true freshman en 2019 absolument incroyable, titulaire sur les 12 matchs de la saison de Purdue, 7,5 sacs, 54 plaquages. Enfin, c'est des stats de true freshman qui sont assez incroyables. Donc à voir maintenant si la saison 2020 c'était une erreur dans son parcours, à voir comment il progresse. Mais voilà, c'est un des joueurs les plus excitants à suivre dans la Big Ten. Alors, la question qui se pose, c'est quelles sont les forces de l'équipe? Eh ben, bonne question. Il n'y a pas vraiment de réelle force. Je pense que c'est une équipe qui est bonne partout.
Enfin, bonne partout, non. Moyenne partout, pour être tout à fait honnête. Après, il y a un très bon duo de running back avec Howard et Doru. C'est pas fou, ça fait le taf. Voilà, je pense que ça va être un résumé de Purdue. C'est pas fou, ça devrait faire 6-7 victoires à la sortie, voire un petit peu moins. Sachant que là, il y a le gros point d'interrogation, ça sera quand même le poste de secondary. Ça a été une des pires équipes l'année dernière en Big Ten. Il y a des allées et venues au niveau même des joueurs, c'est-à-dire que il y a DJ Johnson qui était à Iowa avant, a joué la saison dernière, il a disparu du depth chart, on ne sait pas où il est passé. Les meilleurs joueurs, notamment Brennan Tienman, a fini sa scolarité. Enfin, voilà. La secondary, ça va être complexe, sachant que ils vont rencontrer quelques jolies équipes sur leur chemin, notamment Ohio State et Chris Olave. Voilà, donc ça peut. Voilà. Attention à ce que la secondary ne pose pas trop de soucis aux Boilermakers cette année. Et voilà, la question quand même derrière aussi, c'est de savoir si Jalen Brown va pouvoir remettre son équipe sur les bons rails pour repartir. Voilà, pour déjà un bowl cette année, puis après on verra ce qu'il y a derrière. Parce que très clairement, je pense que si on pensait qu'en 2021, Purdue on serait là il y a 2 ans, je ne pensais pas que ça soit aussi mal. Voilà, il y a un potentiel parce que c'est une jolie fac. Ça attire plutôt des bons prospects d'habitude, je veux dire, mais là, ça a été complexe depuis 2 ans. Il faut remettre les choses en ordre et est-ce que Jalen Brown va réussir à le faire? Ça, en fait, c'est presque la même question que Penn State, en fait. C'est savoir, est-ce que le coach va pouvoir dire, bon, ok, en 2020, ça a été compliqué, ça a été n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer les choses, quoi. Sachant qu'il y a un calendrier qui n'est pas simple, parce que il y a Oregon State en première semaine, voilà. Donc c'est à West Lafayette, donc déjà ça devrait être un petit peu mieux. Il y a Notre-Dame en 3e semaine pour les matchs de rivalité. En plus, c'est à Notre-Dame. Voilà. Et puis après, dans la deuxième partie de saison, il y a Iowa, il y a Wisconsin, il y a Ohio State, il y a Indiana. Voilà. C'est des matchs qui vont être hyper compliqués. Donc pour moi, ça finira en 4-8, en 5-7 si ça se passe bien, mais ça va être compliqué de viser plus. Je pense que tant qu'il n'y aura pas plus de talent sur le terrain, ça va être compliqué de viser plus pour Purdue. Et Rondale, je pense que les années précédentes, Rondale Moore était un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Hyper talentueux, mais derrière, il n'y avait presque pas grand-chose. Auguste, qu'est-ce que t'en penses? Vous les voyez où au classement en Big Ten? Moi, je les vois derniers, personnellement. Non, pas dernier, parce que les derniers, on va en parler juste après, probablement, mais oui, pas de. Oui, dans les pires équipes, ouais. Quand on voit leur calendrier, il y a 3 matchs pour moi prenables. Je suis pas du tout sur pire audio, mais je pense qu'il y a une ou deux autres équipes qui peuvent être pires et je pense à Illinois et celle qui arrive de suite justement. Merci d'être encore là pour les auditeurs parce que là ça y est, ça commence à être long et franchement ce qu'on va vous présenter c'est en pas plus la dernière ça vaut le coup. Heureusement que vous êtes resté jusqu'à la fin. On va parler des Spartans de Michigan State, donc l'autre équipe, l'autre grosse équipe du Michigan, qui en 2020 ont eu un bilan de 2 victoires pour 5 défaites, avec des victoires notamment surprises face à Michigan et Northwestern, comme quoi on s'y attendait pas du tout. Pendant l'intersaison, il y a eu peu de gros commits, un seul commit 4 étoiles, mais il y a eu quand même pas mal de bons transferts. Je pense à Ronald Williams, l'ancien cornerback d'Alabama, 4 étoiles. Je pense Malik Carr, l'ex-tight end / receveur de Purdue, 4 étoiles. Je pense à Quarvaris Crouch, pas Peter Crouch, le 4 étoiles linebacker de Tennessee et de nombreux transferts, donc ils ont beaucoup joué sur ça. Mel Tucker, l'ancien coach de Colorado qui était parti de Colorado à la surprise générale pour Michigan State l'année dernière, entame sa 2e saison. Au niveau de l'effectif, on a un très très bon transfert au poste de quarterback, c'est Anthony Russo qui arrive de Temple, qui est un senior, qui a accumulé plus de 6 milliards à Temple et qui pourra un petit peu former Peyton Thorne, qui est le sophomore qui avait eu quelques apparitions l'année dernière. Donc voilà, Rousseau qui va apporter son expérience à un poste primordial. Au niveau des forces... Ouais, c'est vrai que tu nous en avais parlé, toi, l'année dernière. Il est drôle à voir jouer.
Au niveau des forces de l'équipe, ça sera la D-line et le poste de defensive tackle avec beaucoup de joueurs d'expérience et les faiblesses qui se situent au poste de cornerback. Il y avait seulement un cornerback sous scholarship, donc sous bourse, qui était présent pour les entraînements de printemps, c'est Callan Garvin. Il y a certains joueurs qui arriveront plus tard, mais on sait très bien que plus t'arrives tard, moins t'es entraîné pour la saison. Donc je pense que les postes DB vont être compliqués du côté du Michigan. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Mel Tucker, donc le coach, est-il vraiment l'homme de la situation, l'homme qui va redresser Michigan State? On rappelle que Michigan State, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore quelques saisons, c'était apparition en playoff. Enfin, c'est une grosse équipe, quoi. Hein. Là, le calendrier, ça commence avec un déplacement à Northwestern en week 1, donc c'est quand même un gros test. Il se déplace à Miami en troisième semaine, donc pareil, genre, c'est pas gros test, mais c'est match très dangereux. Ça reste un calendrier Big Ten donc, qui est très compliqué pour en général. Il y a seulement 2 équipes un petit peu faciles, c'est Youngstown State qui se situe dans l'Ohio et Western Kentucky, mais Western Kentucky, attention. Au niveau des pronostics, je mets 3 victoires et 9 défaites. Je mets quand même des victoires face à ces 2 équipes un petit peu cupcake. Et face à Nebraska. Voilà, on disait qu'on n'était pas très haut sur Nebraska. Face à Nebraska, Baptiste, tu veux les défendre? Ouais, je vais défendre un peu. Je vais un peu défendre Mel Tucker parce que il a gagné que 2 matchs la saison dernière, mais il a gagné 2 matchs pour moi qui sont assez représentatifs du type de coach qu'il peut être. Sa première victoire en tant que head coach, c'est une victoire dans un match de rivalité contre Michigan, qui était classé à ce moment-là. Donc, et la deuxième victoire, c'est contre Northwestern, qui était classé numéro 8 à ce moment-là. Donc je pense que c'est un coach qui peut préparer sur des rencontres importantes et motiver ses joueurs. Quand il aura l'effectif qu'il voudra, ça veut dire que ça va gagner des matchs, et ça va gagner des matchs par pelleté. Il faut qu'il ait le matériel pour. Voilà, mais il arrive, c'est une saison compliquée, on verra. Il a fait quand même du très bon boulot avec Colorado quand il a fait la seule saison qu'il a fait avec Colorado. Pareil, il est arrivé à une situation un peu complexe, il s'en est tiré, je pense, correctement. Moi, je serais un petit peu moins critique envers Mel Tucker. Et alors, effectivement, ça risque pas d'être dingue cette année, on est bien d'accord. Mais wait and see. Et je pense que Michigan pourrait retrouver, alors peut-être pas arriver au niveau des années d'Antonio, mais voilà, à voir d'ici un an ou deux. Il essaie en tout cas de retrouver des bases solides. Hein. Vraiment, au niveau du portail des transferts, ils ont été super actifs, Michigan State. Et donc, je pense qu'il essaye de récupérer des joueurs d'expérience pour mieux former ses classes de recrutement derrière. C'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec ta question, Elio. Faut pas voir la question est-ce que c'est un bon coach? Parce que oui, c'est un bon coach, mais il va falloir le juger sur ses capacités de recrutement. Et si Michigan State veut passer un palier, il va falloir qu'il recrute de mieux en mieux. Ouais. Et la conclusion générale, c'est Michigan State. Je l'ai écrit mot pour mot. Michigan State va avoir du boulot. Beaucoup de boulot. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode preview de la saison qui arrive. Donc, c'était la Big Ten. Hein. N'hésitez pas à venir nous contacter si jamais vous avez des questions sur n'importe quelle équipe. On se fera un plaisir de vous y répondre. On vous remercie d'avoir écouté ce long épisode. On se dit à la prochaine. Et puis, on fait des gros bisous à tous. Merci. Bisous. Salut tout le monde.